Dans un magasin calme, les étagères sont remplies de potions de guérison, signe de temps paisible. Un jeune homme nettoie l'inventaire, conséquence directe de la victoire du héros. Sans aventure plus dangereuse, les potions sont devenues des déchets périmés. En conséquence, la boutique d'articles de la petite ville en démarrage risque une fermeture imminente. Dehors, dans le village pittoresque de Béginerville, les villageois le saluent amicalement. Un jeune homme nommé Billy leur assure qu'il va bien tout en martelant une pancarte. Soudain, son pied glisse et il perd l'équilibre avec un grognement surpris. Le marteau frappe directement son pouce, provoquant un sursaut d'inquiétude chez les spectateurs. Essayant de garder son sang-froid, il annonce que les réparations sont terminées, malgré sa blessure. Ignorant les soucis, il insiste sur le fait que des dégâts aussi minimes ne sont rien. Il sort rapidement une potion de guérison et la boit d'un seul coup. Avec une lueur magique, il fléchit son biceps pour montrer qu'il est comme neuf. Il tente immédiatement de vendre une potion à un vieil homme, Monsieur Cart. Le refus aimable de l'homme porte un coup dévastateur à l'esprit d'entreprise de Villil. Monsieur Cart précise que le magasin de Billy est légitime, mais que sa décision a été prise. Récupérant rapidement, Billy affiche un sourire éclatant de vendeur et distribue des brochures. Il remercie les villageois qui partent avec un signe joyeux. En s'éloignant, il commente à quel point ce jeune homme est admirable. Ces paroles confirment que gérer un magasin d'articles n'est plus une activité rentable. Une vue panoramique montre le village rustique de Béginerville, dit village de premier niveau. L'endroit est connu pour son style de vie tranquille et les faibles monstres qui l'entourent. C'était un point de départ populaire pour les aventuriers partant combattre le Seigneur Démon. Le récit suggère qu'il y avait parmi eux un aventurier légendaire. On y voit un jeune homme aux cheveux blancs, celui qui deviendra le héros. Dans le présent, Billy accepte déjà avec plaisir d'attraper le cochon évadé d'un villageois. Une femme lui demande poliment de faire la vaisselle et de sortir les poubelles. Il accepte volontiers les demandes de réparation d'un quai et d'effectuer une livraison. Un vieil homme lui tend un plateau de produits en lui demandant de le porter. En marchant, il entame son monologue intérieur pour introduire son nom inhabituel. Il confirme que son père l'a bien nommé Villil. Il se décrit comme un habitant tout à fait normal, 100% natif de la commune. C'est son père, l'ancien propriétaire du magasin, qui lui a donné ce nom étrange. La caméra montre leur maison, un modeste bâtiment en pierre et un magasin appelé El Nido. Une affiche vante que le héros légendaire y a acheté son premier objet. Malgré ce titre honorable, le magasin est désormais confronté à son plus grand défi. Billy compte ses gains, révélant une énorme différence entre ses emplois secondaires et les ventes du magasin. Il regarde avec incrédulité le montant dérisoire que le magasin a généré. Une version dessinée de lui célèbre une légère augmentation par rapport au mois précédent. Le magasin, autrefois point de rencontre des aventuriers pleins d'espoir, c'est devenu un nid vide et désolé. Dans une ville aussi stable, il n'y a presque jamais besoin de potions de guérison ou d'antidotes. Billy s'étire, réfléchissant à quel point il est doux amer que la paix soit mauvaise pour les affaires. Sa contemplation tranquille est interrompue par une forte détonation juste à l'extérieur du magasin. Il voit un personnage encapuchonné qui a trébuché et est tombé, froissant l'enseigne de son magasin. Il s'enfuit inquiet, demandant si la personne va bien. La silhouette lève la tête, la capuche glisse et laisse apparaître une jeune femme au regard intense. Billy est momentanément paralysé, complètement captivé par son apparition soudaine. Ses yeux dorés lui semblent incroyablement beaux, comme la lumière du soleil emprisonné. Il pense qu'il n'a jamais rien vu de pareil. La caméra se concentre sur la forme nette, presque reptilienne, de ses pupilles. Elle tire un peu plus sa capuche, révélant davantage son visage. Il réagit et s'excuse, lui demandant si elle s'est blessée. Tient l'enseigne, supposant que son mauvais état était la cause de sa chute. Elle parle dans une langue inconnue, jetant une malédiction sur son entreprise. Puis il se retourne brusquement et s'éloigne, laissant une Billy confuse la regarder partir. Il reste seul, se demandant quelle langue étrange il parlait. Sa confusion se transforme en dégoût lorsqu'il remarque une empreinte sale sur son panneau historique. Dans son magasin vide, il tente de découvrir qui pourrait être cette mystérieuse fille. Il feuillette une encyclopédie de monstres, à la recherche d'indices sur les yeux dorés. Il est surpris de découvrir que ses yeux sont une caractéristique exclusive aux démons. Une version dessinée de lui-même rejette l'idée, pensant que c'est impossible dans sa paisible ville. Il rit, convaincu que cela ne peut pas être vrai. Le livre confirme que les démons auraient été exterminés par le héros. N'ayant aucun client à servir,
il décide de passer son temps à cirer le sol. La porte du magasin s'ouvre et la grande silhouette souriante du maire apparaît. Excité, le maire annonce qu'il a quelque chose d'important à discuter. Avec une tasse de potion de guérison marinée, il partage sa grande nouvelle. Révèle son projet de rebaptiser la ville entière comme la terre sacrée du héros. Billy Y l'écoute alors qu'une goutte de sueur coule sur sa tempe. Confus par tant de discussions sur la revitalisation, le maire lui montre des brochures colorées de pèlerinage thématiques et des souvenirs du héros. Il déroule alors un plan qui révèle sa véritable intention, acheter et démolir le nid. Billy est déjà furieux, qualifiant le plan de tyrannique et soulevant une planche comme une arme. Le visage du maire devient sérieux et il lui dit qu'il le fait pour son propre bien. Il explique que tous les adultes de la ville sont inquiets parce qu'il travaille trop. Ils ont même récolté des fonds pour l'aider à démarrer une nouvelle vie. Le ton du maire se fait plus incisif à mesure qu'il prépare son réquisitoire. Billy essaie d'ignorer leurs inquiétudes, insistant sur le fait que sa vie ne regarde personne. Le maire souligne que s'il veut que le magasin continue, il a besoin d'un héritier. La logique le frappe durement. Sans femme, sa boutique est condamnée. Lorsque le maire lui propose le contrat, Vilil, tremblant de colère, le met en pièces. Les fragments flottent alors qu'il accepte le défi du maire. Avec une détermination brûlante, il déclare qu'il trouvera une épouse pour sauver son magasin. Le maire est perplexe, balbutiant que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Billy claque la porte en sortant, ignorant les cris du maire lui demandant d'attendre. La scène se transforme en une taverne animée, accompagnée du bruit des chopes qui tintent. Deux grandes chopes de bière portent un toast lors d'une réunion sociale. Une fille joyeuse avec des nattes, portant le numéro 7, Alice, se présente de manière coquette. Il a une étiquette correspondante avec le numéro 7. Billy se présente à son tour bruyamment. Les filles à table trouvent son nom curieux et il remercie mentalement son père. Alice va droit au but, demandant sans détour leur profession et leur salaire. Nerveusement, il explique qu'il possède un magasin d'articles, qu'elle appelle de manière ludique le PDG. Lorsqu'on lui demande s'il a des clients importants, il voit son opportunité parfaite. Avec une expression sérieuse, il révèle que le héros légendaire a utilisé sa boutique une fois. Les filles crient à l'unisson, excitées et surprises par la nouvelle. Il se penche vers lui, le bombardant de questions sur la visite du héros. Alice le supplie de raconter une histoire secrète sur la légende. En rougissant, Billy se rend compte qu'elle a enfin toute son attention. Avec un sourire entendu, il commence son histoire captivante. Les filles l'écoutent avec fascination, accrochées à chaque mot sur le héros. Plus tard dans la nuit, sous un croissant de lune. Expulsé sans ménagement du pub, Billy Jess tombe sur le sol poussiéreux, le visage marqué par une défaite totale. À l'intérieur de la taverne, une jeune fille au croc proéminent tient une lettre de héros, furieuse, accusant un jeune homme d'être un menteur. Déjà dehors, le jeune homme abattu entend les clients lui crier de partir parce qu'il a gâché l'ambiance. Son petit compagnon à fourrure éclate en déclarant que personne ne commence son voyage en héros parfait. Un gros plan montre le visage peiné du jeune homme qui insiste sur le fait qu'il n'a pas menti. Les yeux pleins de larmes. Il recherche l'approbation de son père absent, ouvre la main et révèle 3 misérables pièces de monnaie, le forçant à rentrer chez lui à pied. Il soupire en traversant un pont branlant, déplorant que son magasin ferme aveuglément. Un flashback commence montrant son magasin animé, El Nido, il y a 12 ans. Bill, 6 ans, souligne avec colère les écarts financiers dans le livre de compte. Il accuse son père d'offrir trop d'articles gratuits à des clients pauvres. Le garçon craint que la mauvaise gestion de son père ne le conduise à l'adoption. Son père s'excuse, expliquant timidement son simple désir d'aider ceux qui en ont besoin. Le petit Billy gonfle déjà les joues, frustré par la nature gentille mais peu pratique de son père. Il promet de se concentrer uniquement sur les bénéfices lorsqu'il reprendra le magasin. 2 ans plus tard, la ville apprend l'existence du héros destiné à vaincre le Seigneur Démon. En lisant la nouvelle, Billy demande à son père si son magasin fermera lorsque la paix reviendra. Son père répond calmement que cela pourrait être comme ça, au grand désarroi du garçon. En lui tapotant doucement la tête, vous le rassurez en lui disant que ce n'est pas grave si cela se produit. Cela vous encourage à démolir le nid et à construire le magasin que vous souhaitez vraiment. Il lui dit de faire de sa future entreprise une véritable mine d'or. Une coupure de journal montre le héros dynamique brandissant son épée avec gloire. Le jeune Billy Y dit tranquillement à son père qu'il ne veut pas de nouveau magasin. Ils regardent tous les deux le journal avec de grands yeux comiques. Le garçon aide fièrement à peindre une enseigne pour le magasin,
la dédiant au héros. Son père rit aux éclats, s'étalant accidentellement de l'encre noire sur son visage. Billy dit au revoir alors que son père part dans un wagon pour faire une livraison. Une femme court vers lui en criant qu'il y a de mauvaises nouvelles concernant son père. La scène se dissout dans les restes d'une roue cassée au milieu des décombres. Un petit Billy crie pour son père alors que les gens lui conseillent de rester à l'écart. Les larmes et la pluie coulent sur son visage, gros plan sur son immense douleur. La fière enseigne du magasin repose brisée et sale dans la boue, symbole de perte. Agenouillé devant une tombe, Billy apprend que son père est mort en livrant des médicaments sur le champ de bataille. Il pleure lorsqu'il apprend que le magasin que son père aimait doit fermer avant de pouvoir prospérer. À travers les larmes, il promet de faire fonctionner le nid, même sans Seigneur Démon. Dans le présent, il se dit que depuis que la paix a été instaurée, rien ne va plus. Debout seul sur le pont, une pensée sombre et désespérée commence à se former. Il se demande si le nid survivrait si le Seigneur Démon était encore en vie. Il secoue immédiatement la tête, se réprimandant d'avoir pensé à quelque chose d'aussi terrible. Un mouvement soudain attire son attention et il lève la tête, surpris. Son regard gravit une falaise abrupte sous un ciel étoilé. Sur le rebord le plus élevé, une fille cagoulée aux cheveux blancs flottants se balance dangereusement. Il la reconnaît immédiatement, c'est la jeune fille qui était dans son magasin le même après-midi. Depuis le chemin en contrebas, il lui crie dessus, l'avertissant du danger. Surpris par sa voix, la jeune fille perd l'équilibre et commence à tomber. Son esprit s'emballe avec la terrifiante certitude qu'il va mourir. Sans hésiter, il se lance dans une course désespérée. Un grappin à la main, il sort de son sac une potion de vitesse pour améliorer ses déplacements. Elle le boit rapidement et enfile des bottes ailées pour se donner un avantage. Les bottes s'allument lorsqu'elles sont activées, lui donnant la vitesse dont il a besoin, il lance le crochet de toutes ses forces, priant intérieurement pour qu'il arrive à temps. Le crochet s'enfonce dans un poteau en bois alors qu'il se propulse vers la fille qui tombe. Son visage se durcit en une expression de pure détermination alors qu'il crie qu'il va la voir. Il l'attrape en l'air, l'enveloppant dans ses bras alors qu'ils tombent tous les deux. Ils heurtèrent un rebord rocheux avec un bruit sourd. Le sauvetage semble avoir réussi. Leur petit compagnon poilu les observe, émerveillé par l'exploit dont il vient d'être témoin. Mais le poteau en bois se brise sous leur poids combiné dans un craquement assourdissant. La corde à crochet se brise et il retombe dans l'abîme. Baissant les yeux, il comprend avec une froide certitude que ce sera sa fin. Il tient fermement la jeune fille, reléguant sa propre peur au second plan. Il ferme les yeux, acceptant son sort et se préparant à l'impact inévitable. Il décide que s'il doit mourir, son dernier acte sera héroïque. Il resserre sa robe, se préparant à protéger la jeune fille de son propre corps. Il lui murmure des mots apaisants, lui disant de ne pas avoir peur pendant leur descente. Tournant son corps, il concentre ses derniers instants sur sa seule cible restante. Sa dernière pensée est un souhait simple et altruiste, sauver cette fille. Un craquement terrifiant résonne dans l'abîme alors qu'il s'écrase au fond. La jeune fille se redresse, hébétée, sa capuche glissant et révélant des cornes noires proéminentes. Indemne. Il regarde autour de lui jusqu'à ce que son regard s'arrête sur la main immobile de son sauveur. Il le voit allongé sur les rochers, avec une blessure mortelle à la tête. Regardez le corps du garçon qui l'a sauvé. Il se demande qui il est, réfléchissant à ses nombreuses tentatives de suicide ratées, ses noyades, ses brûlures, ses empoisonnements et bien plus encore. Ses yeux s'écarquillent de surprise lorsqu'elle réalise que c'est la première fois que quelqu'un essaie de l'arrêter. Un familier rit, expliquant à sa reine que l'humain essayait de la protéger. Elle précise que le garçon la voyait comme une jeune fille humaine en danger. La créature se moque de la confusion tragique et pathétique du pauvre humain. Il explique que le garçon est mort en croyant sauver une humaine. La vraie nature de la reine est alors révélée, en réalité, elle ne peut pas mourir. Il parle calmement avec son proche et lui dit que le garçon n'avait pas de mauvaises intentions, qu'il avait simplement été emporté par les événements. Son proche lui demande si sa mort est une mauvaise chose, mais elle répond que cela n'a pas d'importance. En regardant son corps, il soupire, considérant toute la situation comme une nuisance. Un gros plan montre le visage ensanglanté et immobile du garçon, victime d'un acte altruiste. La reine le regarde avec une expression froide et impénétrable. Un membre de sa famille souligne qu'il a vu ce même garçon sourire plus tôt dans la journée. Elle se souvient de son visage gentil et inquiet, lui demandant si elle était blessée. Le souvenir de cette compassion manifestée non pas une, mais 2 fois, la rend furieuse. Un membre de sa famille panique et lui demande ce qu'il s'apprête à faire. Elle déclare qu'elle ne doit rien à cet humain et lui montrera sa propre version de la miséricorde.
Une seule goutte de son sang tombe de son doigt. Brillant d'un pouvoir mystérieux. Debout au-dessus du garçon, il déclare qu'il n'a jamais partagé son sang avec un humain auparavant. Son seul espoir est que son acte risqué ne le transforme pas en un cadavre monstrueux. Billy se réveille en sursaut dans son propre lit, confuse par son retour soudain. Il se souvient vaguement d'avoir essayé de sauver une fille, mais le souvenir est flou. Un coup frénétique à sa porte annonce une mauvaise nouvelle alors qu'il considère ce souvenir comme un cauchemar. Il crie par la fenêtre au maire, se plaignant de sa mauvaise humeur après avoir rêvé qu'il était mourant. Le maire ignore ses plaintes et lui demande d'urgence de préparer l'ouverture du magasin. Billy baisse les yeux et voit des personnages imposants en armure entrer dans Veugin-Nerville. Les villageois reconnaissent l'emblème sur leur manteau, ce sont les chevaliers royaux. Un gros plan révèle le symbole orné du royaume sur son armure. Les chevaliers, menés par le capitaine Julius, entrent dans le nid en annonçant leur arrivée. Plein d'émotion, le jeune commerçant et le maire les accueillent avec enthousiasme. Billy murmure au maire, lui demandant pourquoi les chevaliers royaux sont dans son magasin. Le chef, le capitaine Julius, les regarde avec une expression sévère et peu impressionnée. Il demande directement au commerçant nerveux s'il a des élixirs en stock. Billy présente ses excuses au plongeur, expliquant qu'il ne possède pas un objet aussi rare. Dans son esprit, il imagine la potion légendaire et ultra rare qu'il n'a jamais pu obtenir. Deux messieurs se plaignent du manque de choix du magasin par rapport à la capitale. En les entendant, Billy est déjà perdu dans un rêve, souhaitant pouvoir visiter la capitale. Imaginez la chance de voir le héros légendaire si jamais vous y êtes allé. Soudain, le capitaine Julio remarque quelque chose et se prépare à poser une question. Montrant le grand panneau à l'extérieur, il demande à quoi sert son but. Le visage de Billy s'illumine de fierté lorsqu'elle explique son importance. Révèle que le héros légendaire a acheté son premier objet dans le nid. Il précise que cet événement historique s'est produit il y a 12 ans, alors que le héros n'était qu'un enfant armé d'un bâton en bois. Le maire ajoute qu'ils ont hissé le drapeau dans l'espoir que le héros revienne un jour. En entendant son histoire, l'expression aimable du capitaine Julius s'assombrit soudainement. Dans un accès de fureur, il frappe violemment le comptoir avec son poing. L'assaut soudain laisse Billy et le maire terrifiés. Debout devant le panneau tombé, Julius hurle qu'insulter le héros est un crime. Il se plaint de la tendance à commercialiser les lieux traversés par le héros. Qualifier ces sites de terre sacrée, déclare-t-il, est un non-sens total. Avec une intensité fanatique, il insiste sur le fait que le héros est un être sacré d'origine inconnue. Faire courir le bruit d'un bâton de bois est, selon lui, une trahison digne d'exécution. Un autre monsieur suggère que la panne de sa voiture semble trop pratique. Julio est d'accord, ce qui implique que la pauvre ville les a délibérément trompés pour obtenir leurs affaires. Poussant une étagère, il déclare que les villageois sont aussi méprisables que leurs produits. L'insulte envers l'humble magasin de Veugin-Nerville touche un point sensible. Le mépris du capitaine provoque la chute et la rupture des produits, détruisant ainsi la tranquillité des lieux. Un bref souvenir de son père, qui a toujours pris soin des villageois, lui traverse l'esprit. Accablé par le chagrin et la colère, les larmes coulent sur le visage de Billy alors que sa voix tremble de rage réprimée alors qu'elle leur dit de partir. Le capitaine Julius le méprise, complètement imperturbable face à son défi. Les larmes aux yeux, Billy leur crie qu'elle ne leur vendra rien. Le maire lève la main pour lui dire fermement que ça suffit. Se tournant vers les chevaliers, le maire commence à s'excuser pour l'incident. Il assume l'entière responsabilité, admettant que c'est lui qui a décidé de fabriquer le drapeau. Il explique que son objectif était de revitaliser la ville et absout les autres de tout blâme. Billy le regarde sous le choc lorsque le maire dit qu'il a ordonné au garçon de le faire. Avec une expression sombre, il prétend que c'est lui qui mérite la punition. Le capitaine Julius sourit cyniquement, trouvant son honnêteté admirable. Il propose de tout emporter gratuitement dans le magasin en échange du pardon de ses fautes. Billy regarde avec incrédulité le maire accepter l'extorsion. Plus tard, le maire s'excuse d'être un leader pathétique sans avoir le courage de se mettre en colère. La main de Billy se serre en un poing tremblant de fureur réprimée. Son visage reflète une impuissance pure et frustrante. Alors que le maire s'éloigne, Billy marmonne amèrement cette foutue situation. Il comprend que le maire cherchait seulement à le protéger. Un rire amer et dérangé s'échappe de ses lèvres alors qu'il réfléchit à l'injustice. À l'extérieur de l'auberge, son rire continue alors qu'il maudit ses foutus chevaliers royaux. Il transporte une grande boîte pleine de bouteilles de potions de son magasin. Billy murmure des excuses à son défunt père pour avoir été un fils inutile. Maudissant le peuple d'Ick, il déclare qu'insulter le héros n'est pas un crime. À l'intérieur,
les chevaliers ivres admettent que leur voiture est tombée en panne par pure paresse. Ils se moquent cruellement du visage suppliant du maire en riant aux éclats. Soudain, les lampes en pierre lumineuse du plafond éclatèrent en morceaux. Les chevaliers paniquent dans le noir et appellent le propriétaire de l'auberge. Au milieu du chaos, ils réclament désespérément une source de lumière pour voir ce qui se passe. Une énorme main griffue émerge de l'ombre. La faible lumière d'une lampe de poche révèle une terrifiante bête à cornes qui se profile devant eux. Le capitaine Julius et ses hommes sont pétrifiés, la terreur gravée sur leur visage. Au loin, une énergie puissante surgit d'un précipice rocheux et désolé. Un petit personnage encapuchonné regarde avec satisfaction, notant que celui qui l'a sauvé est toujours en vie. Un étrange serviteur ressemblant à un ver s'approche de Sa Majesté et lui demande la permission de parler. La créature annonce son intention de démissionner de son service. La figurine à capuche, qui ne l'a jamais nommé, lui demande simplement sa raison. Au même précipice, on dit au personnage qu'il ne règne plus sur les monstres. Un bruit lourd résonne alors que quelqu'un atterrit durement sur le sol. Alors qu'il tombe, le capitaine Julius demande à savoir ce qui vient d'être dit. Son visage est déformé par la terreur alors qu'il crie désespérément à l'aide de ses hommes. Incrédule, il demande comment cela peut arriver dans une ville naissante. Le chevalier regarde avec horreur une horde de monstres dans le donjon final. Depuis l'ombre, une voix déclare que les chevaliers possèdent un cœur véritablement vil. Un garçon transformé leur ordonne de s'excuser auprès du maire et de tous les villageois. Tremblant, Julius reconnaît le jeune homme de la boutique d'objets. La silhouette menaçante du garçon demande s'ils n'ont pas bien entendu son ordre précédent. Attrapant la tête du capitaine, il rugit exigeant des excuses absolues à tout le monde. Accablé par la peur, Julius balbutie des excuses désespérées pour ses actes. Le garçon montre la sortie, lui demandant s'il comprend son erreur. D'un ton menaçant, il propose de leur montrer le chemin, faisant reculer les chevaliers. Avec un cri de panique, les chevaliers se bousculent pour tenter de s'échapper. Un aubergiste terrifié secoue un monsieur et l'informe désespérément qu'il y a des monstres à l'intérieur de son établissement. Étrangement, le chevalier semble apprécier les secousses tandis que l'aubergiste le pousse à agir. Insiste sur le fait qu'ils doivent invoquer le héros en prétendant avoir vu les yeux dorés distinctifs de la créature. Un gros plan révèle un seul et puissant œil doré brillant de manière menaçante dans l'obscurité dans une scène imposante. Le nouveau seigneur démon est représenté entouré de sa monstrueuse légion. Un jeune homme transformé regarde silencieusement, confus par l'annonce dramatique du retour du seigneur démon. En regardant son reflet, il ne comprend pas pourquoi il a une corne et un œil démoniaque. Sans prévenir, une force brutale le repousse et s'écrase sur lui d'un coup douloureux. Un énorme monstre au croc lui sourit d'une manière étonnamment amicale après l'avoir renversé. Une petite créature cornue ressemblant à un chien commence à se lécher le visage avec enthousiasme. Depuis sa tente, le nid, les cris terrifiés du garçon résonnent dans la rue. Paniqué, il se tient la tête et se demande désespérément comment il a pu faire pousser une corne. Craignant d'être aperçu, il est surpris lorsqu'il entend une voix mystérieuse. Une silhouette encapuchonnée assise sur son lit commente avec surprise sa transformation inattendue. Elle explique qu'il a été ressuscité comme l'un des leurs et qu'elle a absorbé son pouvoir. La jeune fille cagoulée lui demande calmement qui il pense qu'elle est. Sa mémoire s'éclaire dans un flash et il réalise en sursaut qu'elle est la fille qui l'a sauvé. Il exige de savoir qui il était, ce qui lui arrive. Avec un bruit sourd, une botte lui piétine violemment la poitrine, l'immobilisant. Il hurle d'incrédulité, incapable de croire ce qui lui arrive. Coincé contre le mur, le jeune homme avec sa nouvelle corne se plaint de douleur, commentant la force surprenante de son ravisseur. Elle le méprise et dit qu'il est apparu à un moment opportun, mais le considère trop faible pour lui succéder. Déjà sur le terrain, le garçon lui demande, confus, pourquoi il l'a sauvé, avec son œil démoniaque brillant, doutant de ses motivations, soupçonnant qu'il a agi pour le pouvoir ou l'argent. Les yeux de la jeune fille se plissent intensément alors qu'elle affirme qu'il ne l'aurait jamais aidé sans s'attendre à une récompense. Debout devant lui, elle déclare que personne n'aurait sauvé un démon comme elle sans avoir une arrière-pensée. Le garçon baisse les yeux, embarrassé. Elle s'excuse et admet qu'elle ne savait pas qu'elle était un démon. En rougissant, il avoue que la seule raison pour laquelle il l'a sauvée était parce qu'il pensait qu'elle était une jolie fille. La jeune fille est visiblement abasourdie par sa réponse naïve et sincère, lui demandant s'il a vraiment dit cela. Accablé par la honte, il panique et se met à balbutier des excuses maladroites et désespérées. Tremblant, il saisit son manteau, implorant pardon sans arrêt.
Elle lui demande calmement son nom et il balbutie en disant qu'elle s'appelle Billy. Désormais toutes deux cornues, elle lui prend la main et, sans prévenir, lui mord le doigt. Il tressaillit de douleur et de surprise, retirant sa main face à la morsure inattendue. Maintenant, avec des oreilles de chat, elle lui lance un ultimatum puissant, il doit la mordre ou mourir, elle sourit moqueusement, concluant qu'il est tombé amoureux au premier regard et lui accorde officiellement la permission de le faire. D'un geste dramatique, elle révèle sa véritable identité, Mao, le 776e ancien seigneur démon. Agenouillée devant lui, elle proclame grandiosement qu'ils sont désormais mari et femme. Entourée d'une légion de monstres puissants, elle le consacre comme le 777e seigneur démon. Une notification, à la manière d'un jeu vidéo, apparaît montrant que le travail de Billy est déjà passé de villageois à seigneur démon. Dans un rêve, le jeune Billy accueille déjà joyeusement le héros dans son humble tente. Le nid. Un gros plan montre l'enseigne du magasin, proclamant fièrement qu'il s'agit du magasin de départ du héros. Il explique que les affaires ont décliné depuis la dernière visite du héros et que son défunt père serait ravi de le voir. Le visage du héros devient sinistre lorsqu'il dit qu'il n'a besoin que d'une chose du jeune commerçant. Il révèle son désir d'obtenir le cœur du nouveau seigneur démon, désignant une épée ensanglantée déjà plantée dans la poitrine de Vilil. Vilil se réveille avec un cri perçant, se redressant soudain dans son lit après le cauchemar. Il haleta, la main sur la poitrine, essayant de calmer son cœur qui s'emballait après ce rêve vivant. Un énorme dragon lui lèche le visage et il soupire de soulagement, croyant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Son soulagement s'estompe lorsqu'une horde de monstres l'entoure, s'inclinant respectueusement et l'appelant maître. À l'extérieur de leur tente, du nid, leurs cris terrifiés se font entendre dans le calme matinal. Un panneau plante le décor, la ville de niveau 1, Béginerville, 10 ans après la défaite du seigneur démon. Le récit explique que, dans cette nouvelle ère de paix, le nid risque de se fermer. Billy déplore que même si elle devrait profiter de la paix, sa vie a pris une horrible tournure. Il hurle de terreur, entouré d'un groupe de monstres de niveau sous-boss, se demandant comment on en est arrivé là. Depuis une porte voisine, Mao observe sa panique et le traite de pathétique d'un ton indifférent. Il lui dit de ne pas s'alarmer, lui assurant que les monstres n'attaqueront pas leur nouveau maître. Billy, tenant un balai, se souvient soudain qu'il les commande désormais. La cause de toute leur souffrance s'avère être Mao, qui lui souhaite nonchalamment le bonjour en mangeant. Il commande qu'il doit être épuisé après avoir invoqué les monstres et lui propose une bouchée de sa nourriture. Son expression devient sérieuse lorsqu'il l'appelle le nouveau seigneur démon et lui demande de continuer la conversation. Un flashback montre Billy réalisant que la marque sur sa main est le symbole d'un lien de sang. Mao confirme que c'est un rituel nécessaire pour transmettre le titre de seigneur démon et lui dit de ne pas trop y penser. Elle le rassure en lui expliquant qu'elle n'a pas l'intention de rester son épouse et qu'elle annulera le mariage une fois le titre transféré. Elle se présente officiellement comme Mao, le 76e seigneur démon, qui souhaite secrètement mourir. Billy est choqué lorsqu'elle explique que pour mourir, il doit d'abord transmettre tout son pouvoir à un digne successeur. Tenant une goutte de sang sur son doigt, il déclare qu'il la lui accordera jusqu'à ce qu'il devienne le nouveau seigneur démon. Dans le présent, les monstres expliquent qu'il s'est évanoui et a dormi toute la journée, alors ils l'ont emmené au lit. Billy aimerait que ce ne soit qu'un rêve, mais elle est soulagée de constater que ses traits démoniaques ont disparu pour le moment. Il fait irruption dans sa cuisine, furieux, criant après Mao pour l'avoir utilisé sans autorisation et l'avoir laissé en désordre. En désespoir de cause, il découvre qu'il a complètement vidé ses rayons de nourriture. Mao ignore le chaos et tente de reprendre sa conversation sérieuse de la veille. Un petit kraken projette de l'eau partout, ajoutant au chaos. Billy essaie désespérément de l'arrêter tandis que Mao continue de parler calmement. Une petite chimère met le feu à quelque chose en se plaignant qu'il fait trop chaud. Un bonhomme de neige file son environnement, se plaignant qu'il fait trop chaud pour se retourner au milieu du chaos élémentaire de la cuisine. Le visage dans l'ombre, Billy attrape déjà fermement le bonhomme de neige et éclate en criant avec une nouvelle autorité pour que les monstres arrêtent de détruire son magasin. Une petite créature ressemblant à un dragon reste immobile, obéissant instantanément à son puissant commandement. Les monstres arrêtent leur comportement destructeur et Billy se demande s'ils lui ont vraiment obéi. Depuis la table, Mao confirme calmement que les monstres obéiront désormais à tout ordre qu'il leur donnera. Il explique qu'il s'agit du pilote de monstres, la première compétence acquise par tout successeur du seigneur démon.
Il ajoute que cela ne devrait pas le surprendre, puisqu'il a utilisé cette même compétence pour chasser les chevaliers royaux. En riant, il admet qu'il craignait qu'un simple villageois ne puisse pas gérer le pouvoir, mais il voit maintenant qu'il en est tout à fait capable. Un petit monstre se cogne la tête contre la table, frustré par son commentaire optimiste. Billy entre dans une panique absolue, rejetant avec véhémence le pouvoir et le suppliant de le lui retirer. Une énergie puissante parcourt son corps, crépitant autour de lui comme pour le forcer à ravaler ses mots. Il se serre la gorge, s'étouffant sous la sensation accablante et douloureuse du pouvoir. Mao, se léchant les doigts, lui présente de fausses excuses, disant qu'il ne l'entendait pas parce qu'il mangeait. Un sourire sinistre apparaît sur son visage alors qu'il commente qu'il pense l'avoir entendu lui demander de lui retirer son pouvoir. Billy tremble de façon incontrôlable, les yeux écarquillés de terreur, convaincu qu'elle va le tuer. Sentant le changement d'environnement, l'un des petits monstres propose aux autres de sortir un instant. La scène se transforme en une forêt quelque peu lointaine, où Mao déclare son intention d'y tester les changements. Désormais sous sa forme démoniaque, Billy rampe déjà à travers les arbres. Mais Mao lui dit d'arrêter, il ne se sent pas humain à proximité. Il demande ce qui lui arrive et elle commence à expliquer sa transformation nocturne en démon. Il révèle qu'il est désormais un demi-démon et l'avertit de faire attention lorsque le soleil se couche. Désireuse de tester ses nouvelles capacités, elle annonce de manière décisive qu'il est temps de tester son pouvoir. Il montre un énorme rocher et lui ordonne de le briser d'un seul coup. Il proteste incrédule qu'un humain de niveau 1 comme lui ne pourrait jamais le faire. Elle lui frappe au front, le traitant d'idiot pour son manque de confiance. Il lui rappelle qu'il est désormais un démon, doté de pouvoirs qui dépassent de loin ceux des humains. Avec un regard encourageant, elle lui dit qu'il doit apprendre à faire confiance à son nouveau moi. Il donne un coup de poing de toutes ses forces. Mais il ne parvient qu'à laisser un petit réseau de fissures dans la gigantesque pierre. Mao et un petit monstre ressemblant à un ver le regardent avec des expressions complètement mortes. Elle s'excuse froidement de lui avoir dit de croire en lui, ajoutant ainsi à sa frustration. Insensible à l'échec, il annonce d'un geste théâtral qu'ils tenteront ensuite sa magie. Il lui dit d'utiliser le sort qu'il veut. Mais lui, gêné, avoue qu'il n'en connaît pas. Elle s'excuse en détournant le regard, ce qui l'incite à exiger qu'elle arrête de s'excuser avec cette attitude nonchalante. Ces fantômes murmurent entre eux que sa faiblesse est bien plus grande que prévu. Alors, Mao décide d'essayer l'invocation, affirmant que cela lui apprendra un sort que même lui pourrait maîtriser. Les yeux de Billy brillent d'excitation à l'idée d'apprendre un puissant sort d'invocation. Elle lui coupe le doigt avec un ongle, expliquant qu'elle peut sacrifier son sang pour invoquer une bête magique. Un immense cercle d'invocation émerge du sol et elle lui ordonne de prononcer le nom de la bête. Il hurle de douleur à cause de la coupure, et alors que l'énergie magique s'intensifie autour de lui, il s'exclame le nom de Léviathan. De la lumière émerge un colossal dragon de mer serpentin. Lui et Mao restent complètement silencieux, stupéfaits par l'ampleur et la majesté de la créature invoquée. Sa peur s'estompe un instant, remplacée par un émerveillement enfantin, et il s'exclame avec émerveillement à quel point la créature est incroyablement cool. L'œil majestueux de Léviathan se rétrécit avec un regard menaçant, fixant son attention uniquement sur son invocateur. Elle se retourne immédiatement contre lui, déclenchant une puissante explosion d'énergie qui le propulse dans les airs. S'envole dans le ciel nocturne comme une étoile filante. D'en bas, Mao et son acolyte regardent l'avion s'écraser au loin. Tombé dans le désordre dans la forêt désormais silencieuse. Vaincu par sa propre invocation, le garçon apprend que les bêtes magiques sont de fières créatures. Pendant la journée, ses statistiques s'avèrent lamentables, ce qui lui vaut une note F. La nuit, sa forme démoniaque présente de légères améliorations, ce qui ne fait que le frustre davantage. Il regarde sa main avec surprise et émet un son confus. À sa grande surprise, il se rend compte que la coupure du rituel d'invocation a disparu. Malgré sa nouvelle capacité de régénération, il regarde avec défaite et frustration. Il se plaint que sa transformation nocturne l'empêche de faire son travail secondaire lucratif de piégeage des coléoptères. Une créature ressemblant à une taupe appelée Mouse Moll apparaît, promettant de l'aider à aller mieux. Mao souligne son adaptation unique et suggère de lui donner plus de sang, mais il la supplie d'arrêter. Il déclare faiblement qu'il n'a aucune envie de devenir le prochain seigneur démon. Il explique que son seul rêve est de rester un villageois normal à la tête de son magasin. En la regardant, il dit qu'il n'aidera personne, pas même elle, à mourir. Les larmes aux yeux, il réitère sa conviction de ne laisser personne mourir. Il la supplie désespérément de renoncer à son poste de successeur. Mao, d'un ton dédaigneux,
le traite de simple villageoise ordinaire. Son immense pouvoir est libéré, faisant craquer le sol alors qu'elle l'accuse d'avoir gravement tort. Planant avec une présence menaçante, elle demande qui a donné à un simple villageois le droit de la rejeter. Son œil brille lorsqu'il déclare que la seule réponse acceptable est la gratitude. La force de sa méchanceté crépite dans l'air autour de lui. Accablé par sa puissance, le garçon titube et écume à la bouche. Il tombe au sol, inconscient, dans un bruit sourd. L'un de ses acolytes explique que sa simple méchanceté a suffi à le vaincre. Mouse Moll l'avertit frénétiquement de contenir son pouvoir, sinon le héros pourrait la trouver. En regardant son corps inconscient, elle l'appelle son seul espoir de liberté. L'un de ses assistants demande à Mouse Moll pourquoi il lui est toujours fidèle. La taupe sourit, affirmant sa loyauté même si elle ne dirige plus les monstres. Mao écoute leur échange en silence, avec une expression impossible à déchiffrer. À l'aube, une voix commente le sentiment de soulagement dans le calme. Le lendemain matin, il se réveille dans son lit. Remarquant que sa corne démoniaque a disparu, ses camarades monstres le saluent alors qu'il se demande s'il s'est simplement à nouveau évanoui. Résigné à sa nouvelle vie, il pense que plus rien ne pourra le surprendre. Mao, désormais vêtu d'un tablier à volant, lui réserve un accueil lumineux et joyeux. Il est immédiatement repoussé par la foule massive qui remplit sa tente. Complètement abasourdi, il regarde la clientèle bondée, sans comprendre ce qui se passe. Le maire le salue, lui demandant s'il se sent mieux après avoir été inconscient. Il murmure d'un ton conspirateur qu'il a une femme extraordinaire. Un aventurier furieux demande à savoir où il a trouvé une si belle fille. Le maire explique que les incroyables compétences commerciales de Mao ont revitalisé l'économie de la ville du jour au lendemain. Il est choqué de voir des élixirs rares et puissants mis en vente. Les clients s'émerveillent de leur prix bon marché, tandis que Mao sourit, précisant qu'ils ne peuvent pas être revendus. Lorsqu'il lui pose des questions sur les ingrédients, elle répond avec flirt que c'est un secret commercial. Un aventurier costaud fond devant son charme, tandis que Billy Y regarde avec horreur. Il lui attrape le bras et la traîne derrière le rideau du personnel, exigeant une explication. Son secret est révélé, un monstre mandrique lié, utilisé pour son essence. Le mandrique pleure dramatiquement, s'offrant en sacrifice pour sa maîtresse, laissant Billy déjà effrayé. Il lui murmure qu'elle est terrible et qu'elle n'a aucune once de compassion. Elle lui fait simplement remarquer que c'est nécessaire et lui demande s'il n'en a pas besoin. Le résultat de leur méthode est une montagne de pièces et de billets. Épuisé, un comptable lui donne une conférence sur l'importance du cash. Il la confronte, lui demandant ce qu'elle fait et les rumeurs concernant sa femme. Elle répond froidement qu'elle fait des affaires et que le maire a tout simplement mal interprété la situation. Un flashback montre le maire lui demandant si elle était la petite amie de Billy. La scène révèle que c'est lui qui lui a proposé de faire semblant d'être en couple pour l'aider à réussir. Le comptable et Mao examinent les horribles livres de comptes du magasin, notant sa mauvaise gestion. Elle lui ordonne d'appeler Miss Mao, lui faisant remarquer qu'elle agit comme une patronne. Alors que les villageois bavardent sur sa petite femme, il panique face aux rumeurs qui se répandent. Un villageois fait l'éloge des jolis yeux de Mao, notant qu'il a l'air un peu jeune. En les entendant la qualifier d'adorable, Billy crie intérieurement qu'elle est elle-même la dame démon. La main de Mao est montrée en train de jouer nerveusement avec le bord de sa manche. En rougissant légèrement, vous levez les yeux et le remerciez sincèrement. Il est complètement surpris par sa soudaine et sincère gratitude. Il sert un client tout en se demandant pourquoi il avait l'air si heureux. Un flashback révèle qu'il lui a expliqué les propriétés d'un puissant antidote. Elle l'avait remercié avec un sourire vraiment joyeux après l'achat. Dans le présent, il se souvient de ce moment et se rend compte qu'il semblait sincèrement heureux. La scène se transforme en une vue paisible sur la falaise voisine, la porte du magasin se ferme, marquant la fin de la journée, un panneau indique qu'il est fermé pour la nuit, il tient la feuille de vente du jour avec les mains tremblantes d'excitation, il crie de joie. A réalisé l'équivalent de 5 années de bénéfices en une seule journée. Mao sourit ironiquement, commentant à quel point il est paradoxal de travailler dans un magasin associé au héros. Il souligne à quel point les pouvoirs du Seigneur Démon sont utiles pour son entreprise. Il le presse, lui demandant s'il veut toujours rejeter ses pouvoirs utiles. Dehors, il lui demande pourquoi elle les déteste autant. Pendant que les monstres l'écoutent, il lui demande s'il a déjà été frustré d'être aussi faible qu'un niveau 1. Il serre le poing fermement alors qu'il se souvient d'un douloureux souvenir d'impuissance. Elle lui offre son sang, promettant de ne plus jamais désespérer. Il la regarde,
considérant sa puissante proposition. Elle explique que son pouvoir peut être utilisé pour protéger et sauver. Il demande s'il a déjà désiré l'amour et l'admiration des autres. Une goutte de son sang brillant se forme sur le bout de son doigt. Il lui prend doucement la main, l'arrêtant avant qu'elle puisse la lui offrir. Mao le regarde, surpris et intrigué par son refus poli. Il admet être envieux, reconnaissant qu'être un champion sonne bien. Cependant, il déclare fermement que ce n'est pas le genre de personne qu'il veut être. Il explique que son idéal est d'être quelqu'un d'imprudent mais serviable, mais impuissant. Il sourit en disant qu'il aime être normal, même si elle ne le comprend pas. Il lui montre son doigt bandé, symbole de son propre effort. Mao est visiblement abasourdi par son désir passionné d'une vie commune. Frustrée, elle serre les dents alors qu'il commence à parler de son rêve. Il déclare avec passion que son rêve est que le héros visite à nouveau le nid. Les sbires de Mao regardent la discussion avec des expressions tendues. Le visage de Mao se tord de colère, l'accusant de profiter de sa gentillesse. Tremblant de conviction, il crie que son magasin soutiendra toujours le héros. La dispute s'intensifie jusqu'à devenir une intense impulsion de force. Soudain, il arrête de pousser, s'excuse et demande sans détour le divorce. Mao est complètement sans voix face à sa déclaration. Il précise que ce n'est qu'un rituel. Alors qu'un homme de main le réprimande pour l'avoir quitté, il conclut qu'il ne peut pas rester marié à quelqu'un pour qui il n'a aucun sentiment. Billy explique nerveusement que ce n'est pas lui. La main de Mao se serre en un point alors qu'il traite ses mots avec un regard vide. Elle lui demande s'il n'est pas amoureux d'elle. Il lui rappelle qu'il a lui-même avoué ses sentiments. Un flashback montre un Billy rougissant et démoniaque lui disant qu'elle était mignonne. Dans le présent, il est complètement confus par son interprétation. L'expression de Mao s'émousse alors qu'il comprend sa confusion. Son visage se tord et les larmes remplissent ses yeux brisés. Terrifié, Billy met ses mains devant son visage, essayant désespérément de s'excuser. Il insiste frénétiquement sur le fait que son commentaire innocent n'est pas une insinuation. Mao se dit que bien sûr, personne ne pourrait la trouver mignonne. Désespérée, elle conclut qu'elle ne peut pas être une personne normale. Elle serre les poings, humiliée d'avoir été émue par des mots aussi simples. Billy et son assistant tentent de calmer l'ancien seigneur démon au cœur brisé. Il crie avec colère au préposé, l'accusant de se moquer du cœur pur d'une jeune fille. Soudain, une énorme créature rugissante faite de feu pur émerge du sol. L'assistant explique que c'est la vieille habitude de Mao d'invoquer des monstres lorsqu'il se met en colère. Un flashback montre d'autres démons parlant des prodigieuses capacités d'invocation du jeune Mao. Billy crie désespérément à Mao pour faire disparaître la terrifiante bête. Mao, toujours en sanglots après sa dépression émotionnelle, se tourne vers la créature. Il s'excuse auprès d'Ifri, expliquant qu'il l'a convoqué complètement par accident. La bête ignée lui demande avec mépris qui il se prend pour le renvoyer. Ifri envoie une puissante fusée éclairante, désobéissant à son ordre de partir. Billy et l'assistant crient d'horreur face à la rébellion de la bête magique. Mao reste ferme, déclarant qu'elle est sa maîtresse, liée par leur pacte. Ifri se moque d'elle, la traitant de dame démoniaque ratée et déchue. Les yeux de Mao s'écarquillent légèrement, blessé par ces paroles insolentes. Une énorme boule de feu se forme dans le ciel, alarmant les villageois. Billy Y.E., caché derrière un arbre, panique lorsqu'il réalise que tout le monde est en danger. Mao plaide désespérément auprès d'Ifri, insistant sur le fait que les humains sont inoffensifs. Ifri se moque, demandant si ce sont des mots dignes d'un vrai seigneur démon. La bête accuse la nature naïve de Mao d'être responsable de la défaite de l'armée démoniaque. Cruellement, elle demande pourquoi elle continue à vivre si même ses propres sujets la rejettent. Le sorcier panique en réalisant qu'il est impuissant face à la créature magique. Il conclut que la seule façon d'arrêter Ifri est d'invoquer une autre bête. Ifri se réjouit de n'être rien de plus qu'une fille sans pouvoir ni honneur. Souvenez-vous des moments où vous étiez obligé de lui obéir. Un monstre aux nombreux yeux observe avec inquiétude la confrontation tendue. Ifri déclare qu'il aura enfin sa revanche et la mettra en pièces. Mao détourne le regard, se demandant si ses propres sujets sont déçus par elle. Il réfléchit à la façon dont il a dû se cacher de son peuple depuis son réveil. N'ayant aucune place dans ce monde ni dans l'autre, elle se sent complètement perdue. Il se demande où il pourrait aller maintenant. Un Billy déterminé pédale de toutes ses forces en direction de la bête ignée. Il lance un extincteur sur Ifri, qui rebondit sans causer le moindre dégât. Son visage est tendu, marqué par l'effort et la détermination. Mao le regarde avec incrédulité face à sa tentative médiévale et absurde.
Les autres monstres le regardent tout aussi confus par ses actions étranges. Ifri reste silencieux. Perplexe, se demandant qui est cet étrange garçon. Sous sa forme démoniaque, Billy apparaît avec un sourire de défi. Il saute dans le ciel, se préparant à son prochain mouvement, beaucoup plus risqué. Il implore l'aide d'un autre être puissant qui lui vient en aide. Le sorcier panique lorsqu'il voit une créature ressemblant à un poisson émerger du lac forestier. Mao est horrifié et se demande pourquoi il a invoqué une bête magique comme Léviathan. Il insiste sur le fait qu'une créature aussi fière ne lui obéira jamais. Billy révèle son plan. Léviathan l'attaquera parce qu'il le déteste. Dans une position dangereuse, la tête en bas, il salue le monstre colossal. Mao crie, désespéré, qu'il utilise son propre corps comme cible. Billy, tombant, déclare qu'elle ne se soucie pas de ce qui lui arrive. Il supplie Léviathan de protéger Beijing Nerville, et surtout Miss Mao. Les yeux de Léviathan se plissent, reconnaissant son appel désespéré et altruiste. Le colossal dragon des mers pousse un rugissement qui fait trembler la terre. Il libère un torrent d'eau catastrophique qui inonde tout le lieu. Les villageois confondent le déluge avec une bénédiction du dieu de l'eau. Sans connaître la vérité du combat, la ville entière célèbre l'arrivée divine. Mao cherche frénétiquement Billy dans le brouillard laissé par le déluge. Il le retrouve vivant. Il commande joyeusement que Léviathan était gentil avec lui. Il explique que c'était le moyen le plus pacifique de vaincre l'Ifri igné. Mao lui reproche avec colère son imprudence, si contraire à sa propre prudence. Il lui crie que ses actions imprudentes auraient pu lui coûter la vie. Il admet que sa mort aurait été un problème pour elle. Il sourit tristement et admet qu'il est comme son père, sautant toujours sans réfléchir, que sa nature impulsive est la raison pour laquelle il a sauté après elle depuis la falaise. Il s'excuse et promet d'être plus prudent. Alors que Mao le regarde tristement, son expression s'adoucit et il présente à son tour des excuses silencieuses. Billy est surprise par ses paroles sincères. Il la regarde avec une nouvelle compréhension et la remercie du fond du cœur. Il reconnaît que ses pouvoirs semi-démoniaques lui ont sauvé la vie. Bien qu'il ne veuille pas être le seigneur démon, il jure de lui rendre l'appareil. Il demande alors si elle travaillera avec lui au magasin. Il propose qu'elles travaillent ensemble comme de simples Billy et Miss Mao, laissant derrière elle leur lourd titre. Nerveusement, il balbutie qu'il pourrait trouver un moyen de se débarrasser de leurs pouvoirs ensemble. Mao reste silencieux, considérant sa proposition de ne pas vivre comme un démon. Il éclate soudain d'un rire diabolique, disant que son idée est impossible. Moqueuse, elle lui demande s'il a d'autres excuses ridicules pour la convaincre. Il lui rappelle qu'un seigneur démon vaincu doit mourir. Cependant, une lueur de doute traverse son visage avant qu'il ne s'arrête. Son expression sévère se dissipe et il admet que son idée semble beaucoup plus amusante. Le visage de Billy s'illumine alors qu'elle tend la main pour sceller leur nouvelle alliance. Un message apparaît, Mao a rejoint le groupe. Bienvenue au nid. La scène se déroule dans la capitale, devant un hôpital qui porte le nom du héros. Un bel homme en armure ornée, le héros de niveau 999e, salue la foule. Un citoyen exprime sa crainte d'une intervention chirurgicale et le héros propose une solution. Il proclame que le sourire d'un héros a la magie de donner du courage. Il lui demande de se dépêcher, mais il répond qu'il doit d'abord aller aux toilettes. Son assistant lui suggère d'utiliser une expression plus héroïque pour cela. À huis clos, un imposteur crie qu'il ne fera plus semblant. Une femme leur ordonne d'arrêter de se battre jusqu'à ce qu'il soit à nouveau transformé. Elle s'éloigne, gardienne des secrets dans la ville lumineuse et ensoleillée. Une femme cagoulée déclare que la situation actuelle est inacceptable et qu'elle en a fini avec elle. Observant l'immense ville, il jure que personne ne doit découvrir que le héros a disparu. La scène se transforme en un modeste bâtiment en pierre, le magasin Sedashi. À l'intérieur, une jeune femme aux cheveux blonds et aux oreilles félines, Mao, dort paisiblement. Sa sieste est interrompue par un jeune homme aux cheveux hérissés, un Murabido, qui vient de rentrer. Il lui demande s'ils avaient des clients, l'accusant de dormir, ce qu'elle nie immédiatement. Il lui réserve un accueil maladroit et légèrement sarcastique. Mao se met sur la défensive, affirmant que les démons sont nocturnes et ont besoin de repos. Il insiste sur le fait qu'il a parfaitement le droit de dormir, puisqu'ils n'ont pratiquement pas de clients. Murabito se souvient de la façon dont les compétences de Mao faisaient autrefois prospérer son magasin. Peu de temps après, cependant, les clients rendaient les élixirs, inutiles en temps de paix. Une tentative ultérieure d'ouvrir une entreprise parallèle a également échoué, les laissant au bord de la faillite. Mao désespère des coffres vides, déplorant que tous ses efforts aient été vains. Son expression se durcit de frustration face à son sombre avenir financier. En colère,
Elle confronte Murabido, lui demandant si sa promesse de l'aider était un mensonge. Il lui rappelle son plan pour trouver un moyen de supprimer ses pouvoirs démoniaques. Il confirme sincèrement son intention de faire connaître le magasin pour attirer des gens avertis. Accablé par le manque de progrès, il lui demande si elle a de meilleures idées. Elle lui reproche qu'il lui a promis de l'aider et qu'il n'a aucun contact utile. Un petit compagnon lui reproche de se relâcher alors que Murabido travaille si dur. Lorsqu'il propose de l'aider à nettoyer, sa frustration ne fait qu'augmenter. Elle soupire de défaite, admettant qu'ils sont tous les deux inutiles à ce stade. Après avoir mangé, il suggère à contre-cœur de demander de l'aide au héros. Il avoue avec dégoût que seul le héros sait vraiment tuer un démon. Murabido révèle qu'il lui a déjà envoyé plusieurs lettres sans réponse, un de ses rêves personnels. Il estime que quelqu'un d'aussi important que le héros ne donnerait jamais la priorité à une simple carte de villageois. Il admet également qu'il serait très difficile d'expliquer son étrange situation actuelle. Je vous remercie néanmoins sincèrement pour votre suggestion. Elle écarte le sujet en disant qu'ils sont partenaires, avec une expression soulagée. Mao est secrètement heureux de ne pas avoir sérieusement demandé de l'aide au héros. En interne, il admet qu'il avait prévu d'utiliser l'épée du héros contre lui. Il ne veut plus jamais revoir son ennemi, qu'il déteste de toutes les fibres de son être. Le souvenir de son sourire maudit au moment de sa défaite hante encore ses rêves. Leur réflexion furieuse est interrompue lorsqu'on leur rappelle qu'ils auront des clients cet après-midi. La porte s'ouvre brusquement et un groupe d'enfants fait irruption pour demander des bonbons en échange d'argent. Murabido salue le chef, Turu, et lui demande où il a appris ces mots. Il donne au garçon un grappin pour débutant, l'appelant son nouveau partenaire, explique à un Mao déconcerté que c'est une tradition dans sa ville natale Xu, cette coutume consistait à sculpter une montagne rocheuse bien qu'elle ne soit plus pratiquée. Mao se souvient avoir vu Murabido avec un crochet similaire dans le passé. La porte s'ouvre à nouveau, annonçant une autre visite. Un homme mystérieux, cagoulé, aux cheveux blancs en bataille et portant un foulard, entre dans le magasin. Murabido le reçoit avec enthousiasme, l'appelant dame. Notez que vous visitez le magasin tous les jours ces derniers temps. L'homme ignore son salut joyeux, aux grandes dames de Mao. Elle se souvient que vous faites un voyageur à la retraite avec la réputation de sentir l'alcool. Il trouve suspect de visiter si fréquemment un magasin presque vide. Son regard s'aiguise alors qu'il analyse silencieusement l'homme. Il sent une légère fuite d'énergie magique qu'il semble réprimer. Il se demande s'il pourrait être un émissaire du héros envoyé pour détecter son aura démoniaque. Ses pensées sombres sont interrompues lorsqu'il entend des enfants jouer avec une épée en bois. L'un d'eux, d'un mouvement imprudent, lance le jouet en l'air. L'épée vole droit vers le dos de l'homme sans méfiance. L'œil visible de A s'écarquille d'alarme lorsqu'il sent l'objet s'approcher. Mao observe la scène de loin, l'expression impénétrable. Avec une vitesse incroyable, il pivote pour intercepter le coup. Il lève son avant-bras bandé pour bloquer l'épée en bois. Le jouet se brise au contact et un jet de sang jaillit de son bras. Mao est horrifié par cette violence soudaine. Les deux enfants se figent, le visage figé dans un cri silencieux. Murabido court vers AZ et lui demande s'il va bien. Le garçon coupable présente ses plus sincères excuses et une petite bouteille de pommade. AZ accepte le flacon en silence. Il laisse quelques pièces sur le comptoir en guise de paiement et, sans dire un mot, quitte le magasin. Mao réprimande les enfants pour leur comportement imprudent, et ses soupçons initiaux de jouer un agent de héros commencent à faiblir. Plus tard, dans sa cabane isolée, il commente à quel point il est devenu lâche. À l'intérieur, il ouvre le flacon de pommade que le garçon lui a donné. Au lieu de l'appliquer sur la plaie, vous le buvez directement. Il s'étouffe aussitôt, réalisant avec dégoût qu'il vient d'avaler quelque chose. Sans sa chemise, il décide qu'il sera plus rapide de se guérir. Une lumière vive émane de son épaule tandis qu'une énergie magique régénère la chair. Votre guérison est interrompue lorsqu'un appareil émet un bip. Exigeant de connaître sa position. Une voix féminine, Leia, lui reproche de ne pas avoir signalé son rétablissement. Il souligne que son absence constitue un gros problème si son groupe est en danger. Un panneau montre sa véritable identité, le puissant Arthur, le héros. Son image héroïque contraste avec une autre qui le montre plongé dans un tourment émotionnel. Il dit qu'il n'a jamais imaginé devenir un héros. Ses motivations initiales étaient purement l'argent et le statut. En tant qu'orphelin sans abri, la mission de vaincre le roi démon était une opportunité en or. Il faisait semblant d'être gentil et courageux pour gagner la reconnaissance des guerriers. À sa grande surprise, il réussit et vainquit le roi démon. Il a obtenu tout ce qu'il a toujours voulu, un statut, de la richesse et un immense manoir. Cependant,
on lui a ordonné de porter un masque ailé orné lors des défilés de victoire. En tant que héros du monde, il portait un fardeau énorme et écrasant, il était contraint d'agir comme une idole publique, un symbole de paix pour les citoyens. Même son nom a changé depuis Ás-Arthur et il a dû s'entraîner à sourire. Petit à petit, il se sentait s'éloigner de plus en plus de lui-même. La vérité sur son état a été révélée par un simple diagnostic, la dépression. Ses compagnons lui montrèrent une lettre d'un médecin que le roi avait cachée. Avec leur aide, elle a fui il y a 6 mois pour entamer un voyage de guérison. Malheureusement, sa vie paisible fut bouleversée par un étrange événement. Il sentit l'énergie faible mais indubitable du roi démon renaissant. Cela le conduisit au nid, qu'il identifia comme le nouveau bastion du seigneur démon, mais à l'intérieur, il trouva Mao en train de pleurer avec une tristesse si innocente et déchirante qu'elle le laissa paralysé et électrifié d'étonnement. De retour à sa cabane, Az utilise le communicateur tout en pleurant un peu en coupant des oignons. Il dit à Leia que la vie dans la ville continue normalement, même s'il a entendu d'étranges rumeurs. Leia déclare que si un nouveau roi démon apparaît réellement, son groupe est prêt à se battre. Un homme aux cheveux blonds hirsutes, Az, assure à ses alliés qu'il est prêt à se battre. Leur sincère appréciation est soulignée par un effet sonore qui résonne dans l'obscurité. Effondré sur le canapé, submergé d'émotions, il avoue être tombé amoureux. Ses pensées révèlent que l'objet de son affection est l'actuel seigneur démon. Maintenant sous forme de fille. Avec une expression angoissée, il avoue sa honte d'être tombé amoureux d'elle. Rappelons que ce sentiment est né lors de l'euphorie de son combat, il y a 10 ans. Il se rend compte qu'il est alors tombé amoureux pour la première fois de ce plaisir vertigineux qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il avoue même qu'il a blessé. Exprès juste pour qu'elle pense ses blessures. Torse nu dans sa cabane, le héros accepte que cette étrange romance soit son destin. Imaginez une fin révolutionnaire à l'histoire du héros et du roi démon, mari et femme. Il estime que cette idée est un concept véritablement révolutionnaire dans son monde d'ennemis éternels. Il déclare sa décision de devenir le premier héros à connaître une fin heureuse. De l'extérieur de sa fenêtre, une petite créature l'observe avec curiosité, le visage marqué par une profonde inquiétude. Se vante-t-il? Confiant dans l'argent et le statut qu'il possède. Soudain, une voix l'appelle en urgence depuis la porte de sa cabine. L'ancien de la ville arrive, commentant qu'il pue l'alcool et lui demandant de parler. Az le remercie humblement d'avoir accueilli un étranger sans passé connu. Le vieil homme rit et joue en disant qu'ils ont l'habitude de recevoir des voyageurs. Az l'écoute avec un sourire calme, l'expression sereine et réfléchie. Le vieil homme mentionne les seuls autres jeunes du village, Murabido et le nouveau venu Mao. D'un clic de stylo, le vieil homme révèle que Murabido et Mao forment un couple marié. Dans les buissons devant le magasin, une petite créature visqueuse se met à trembler. L'extérieur du magasin, le nid, affiche une pancarte fermée accrochée à la porte. À l'intérieur, Murabito bouillonne de frustration face à la disparition soudaine d'Astra lors de leur précédente rencontre. La créature gélatineuse tremble violemment, effrayant l'un des résidents du magasin. Une créature taupe demande au Slim terrifié de niveau 1 ce qui lui fait si peur. Mao se retourne brusquement, exigeant de savoir ce qu'il vient de dire. Le Slim révèle la terrible nouvelle. Le héros légendaire vient leur rendre visite. Le visage de Mao se transforme en un masque de pure terreur à l'annonce. Murabido, quant à lui, reste immobile, les yeux grands ouverts, complètement abasourdi. Mao hurle d'incrédulité, exigeant de savoir ce que cela signifie. Il demande frénétiquement au Slim l'heure exacte de l'arrivée du héros. Un horrible pressentiment l'envahit alors qu'elle relie les poings. C'était lui l'enseigne sur le magasin proclamant que c'était le point de départ du héros ondule de façon inquiétante, un souvenir montrant le père de Murabido attendant le retour du héros au bâton de bois un jour. Dans le présent, Murabito célèbre avec joie le rêve de sa vie se réalisant enfin. Ses petits compagnons monstres le regardent sans comprendre son enthousiasme. Mao conclut sombrement que le héros en veut au sang démoniaque de Murabito. Murabido, sous sa forme démoniaque, regarde une tablette avec une expression perplexe. Un son sinistre accompagne une pensée sombre et sans nom. Une main aiguise un couteau tandis qu'une voix jure que Murabido obtiendra ce qu'il mérite. S, avec un sourire sinistre, déclare qu'il montrera à Murabido sa véritable place. Un résumé présente Murabido, Mao et leurs serviteurs, qui dirigent désormais ensemble le magasin. À ce moment-là, Arthur, le héros, apparaît dans la ville, visant la vie de Murabido. Le lendemain matin, une pluie grise s'abat sur la ville tranquille et rustique de Kessio.
Nurabido et Mao sont assis épuisés devant leur tente, après une veillée blanche. Frissonnant de froid, ils confirment au moins qu'il n'y a pas eu d'attaque. Leur monstrueux compagnon leur conseille de se reposer pendant qu'ils montent la garde. Mao se rend compte, horrifié, que le gentil étranger a toujours été le héros. Nurabito panique lorsqu'il réalise que le héros est son client depuis 6 mois. Mao est choqué de penser que son souhait tant attendu de revoir le héros se réalise. Un petit compagnon demande pourquoi le héros voudrait le tuer. Mao expose sa sombre théorie. Le héros sait qu'elle a survécu et que Nurabito est son héritier. Il conclut que son objectif est d'éradiquer complètement la lignée du roi démon. Nuravid tente de le nier, se demandant pourquoi le héros cacherait son identité. Son déni se transforme rapidement en un effondrement complet alors qu'il crie qu'il ne peut pas mourir. Un monstre aux nombreux yeux leur conseille de rester calme et de planifier l'arrivée du héros. Votre planification frénétique est interrompue par des coups forts et confiants à la porte. La porte s'ouvre et Aslo le salue avec désinvolture avec un bonjour. En entrant, il demande s'ils peuvent parler un instant, laissant Nurabido et Mao paralysés de peur. Une tasse de médicaments de récupération Sedashi est placée sur la table devant le visiteur. Nurabido, essayant d'agir normalement, demande ce qui l'amène dans son humble magasin. La tasse sur la soucoupe devient le témoin silencieux de cette rencontre tendue. S, avec un large sourire, fait une demande surprenante, il souhaite être embauché. Nurabido est complètement désorienté par ce changement d'attitude soudain et absurde. Il insiste donc avec passion sur le fait qu'il veut travailler là-bas, même s'ils ne peuvent pas le payer. Il explique qu'il garde des souvenirs très précieux de ce même magasin. Il révèle qu'il l'a acheté il y a 10 ans, lors de son voyage pour vaincre le roi démon. Nurabido balbutie, en sueur, confirmant qu'il sait, raconter comment l'ancien commerçant lui a donné son ministre sans rien lui facturer. Regardant derrière un rideau, Mao commente la générosité de l'ancien propriétaire. Un flashback montre un jeune homme dont les yeux brillent littéralement lorsqu'il entend le mot libre. Mao, dans le présent, est choqué de réaliser qu'il n'a jamais entendu cette histoire. Demandez-vous alors si vous pouvez rembourser cette dette de longue date. Il insiste sur le fait que cela ne le dérange pas de travailler sans salaire, il veut simplement qu'il l'accepte. Nurabido, nerveux et dépassé, tente de décliner poliment l'offre. As prend le bras, suppliant de ne pas rejeter la demande sincère d'un héros. Il active de façon spectaculaire une capacité héroïque, suppliant de protéger le noble magasin. Une lueur d'apparente sincérité brille dans ses yeux. Mao tombe presque sous le charme de sa performance, convaincu qu'il est peut-être lui le véritable héros. Cependant, les pensées intérieures d'Ash révèlent son mépris pour les sentiments de Nurabito. Il croit pouvoir voir la vraie nature de son rival cachée sous la surface. Mao chuchote à Amur avec un avertissement frénétique. Le héros veut le tuer. Quelques gouttes tombent au sol tandis que Nurabido traite les informations contradictoires. Soudain, il crache son verre et crie qu'il est embauché, laissant tout le monde sans voix. Les deux rivaux sont ensuite montrés travaillant ensemble, portant des tabliers assortis. Mao et ses serviteurs les observent depuis la porte, pleins de méfiance. Elle est convaincue que Nurabido est tombé dans le piège de la manière dont il doit être protégé. Il leur ordonne de rester vigilants et de ne pas agir de manière impulsive pour le moment. Il murmure une dernière instruction. Si nécessaire, ils doivent protéger leur maître avec leur corps. Il remarque son regard et, à l'intérieur, il aime voir à quel point elle a l'air adorable et effrayée. Nurabido est secrètement ravi, projetant d'humilier le héros devant la dame démon. Votre premier plan est de préparer une simple potion de guérison avec des herbes locales. Elle s'offre un sac d'herbes rares provenant de ses voyages, affirmant qu'elles seraient gaspillées si elles ne sont pas utilisées. Nurabido s'émerveille devant les plantes exotiques, affirmant qu'il n'a jamais rien vu de pareil. Mao les reconnaît immédiatement comme des herbes vénéneuses et dangereuses provenant d'une sombre forêt. Imaginez avec horreur ce qui se passerait si Nurabido les touchait sans le savoir. Il ressent une profonde responsabilité envers le défunt père de Nurabido. Il décide qu'il est du devoir du mari de Madame Démon de le protéger. D'un mouvement rapide, Mao intercepte le sac d'herbes vénéneuses, déclarant qu'elle s'en occupera. Surpris, admettant qu'il n'avait jamais vu en personne des mauvaises herbes aussi toxiques. Un sourire fier s'affiche sur le visage de Nurabido alors qu'il montre sa connaissance des herbes rares. Il brandit sa copie usée du manuel d'herbes médicinales que même un idiot comprendrait. Le visage d'As s'emplit d'étonnement, incapable de croire à la compétence de son rival. Elle regrette immédiatement de l'avoir félicité devant les autres. Depuis un coin, Mao regarde, impressionné malgré elle. Nurabito pense qu'elle ne peut pas laisser sa rivale lui paraître belle. Révélant triomphalement un mandrique, annonçant qu'il est temps pour son deuxième piège,
il élève le petit être ressemblant à une racine, prêt à lâcher son cri redouté, ordonnant au mandrique d'exposer la vérité honteuse d'Es. D'un pot de fleurs voisin, un autre mandrique aux longs cheveux végétaux sort la tête. Ses yeux s'ouvrent et il reconnaît instantanément le premier de l'autre côté de la pièce. Ils courent tous les deux et s'embrassent en larmes, laissant Es complètement abasourdi. Il cligne des yeux, confus, se demandant pourquoi un autre mandrique est apparu. Excité, Murabito explique qu'ils sont frères séparés par le destin. À travers ses larmes, il félicite le héros pour avoir apporté le bonheur à toutes les créatures, quelle que soit leur race. Le visage de As tord de panique lorsqu'il réalise que Murabito vient de le traiter de héros. Nerveux, il se demande comment sa véritable identité a pu être découverte. L'horreur l'envahit lorsqu'il se rend compte que la dame démoniaque doit également le savoir maintenant. Distrait. Il touche une plante vénéneuse et hurle de douleur. Muravir identifie instantanément le champignon du feu salamandre qu'il a brûlé. Insistez pour soigner la plaie immédiatement et prenez le contrôle de la situation. Confirmez l'autorité. Vous déclarez que les erreurs commises dans la boutique relèvent de votre responsabilité. Faites-le, observez, entre douleur et choc. Murabito pense efficacement sa main, annonçant que le traitement est terminé. Une horloge à proximité indique la durée des soins professionnels. AZ commente que c'était un travail inefficace, mais Murabito le remercie d'avoir apporté l'ingrédient rare. Résigné, As dit de le considérer désormais comme un héros. Son regard se durcit à mesure qu'il comprend quelque chose de nouveau. Murabito est l'homme dont Mao est tombé amoureux. Mao, depuis les escaliers, allait et descend en courant, suppliant As de ne pas le tuer. Il insiste sur le fait qu'il ne fait que veiller sur lui et qu'il n'a pas l'intention de combattre à nouveau les humains. Une vision d'une Amao démoniaque s'offrant apparaît juste avant de lancer un puissant coup de pied. Billy panique, les suppliant de ne pas relancer la bataille finale dans son humble tente. Asaklara a clairement indiqué qu'elle ne faisait que jouer avec eux, essayant de les séparer. Avec un sourire moqueur, il se demande comment un roi démon et un villageois ont pu devenir mari et femme. Mao répond avec colère qu'il n'a pas le droit de s'immiscer dans leur relation. On demande si Morabito l'aime autant, mais Mao précise que c'est lui qui l'a proposé. Vaincu, S marmonne que c'est une défaite totale pour lui, le héros. Morabito le regarde confus, sans comprendre la plainte du héros. Mao demande silencieusement à lui-même, le roi démon. S'il est heureux maintenant, son visage devient complexe à mesure qu'il réfléchit à son état actuel. Une expression de résolution calme s'installe sur son visage alors qu'il prend une décision. Il se souvient de sa défaite face au héros et de la perte de ses subordonnés. En posant une main sur sa poitrine, il déclare qu'à ce moment il se sent complètement en paix. Il attribue cette profonde tranquillité à Murabito. Il est stupéfait et sans voix face à sa confession sincère et inattendue, parvenant à peine à exprimer une faible reconnaissance de ses sentiments. Morbide, rougissant, il nie être si étonnant. Ce qui ne fait que renforcer la détermination de Mao. Son expression change, ses pensées se concentrent sur son propre désir désespéré de bonheur. Il déclare son intention de passer sa vie avec Mao. Quelque chose qui la laisse complètement choquée. Il jette alors son dévolu sur Murabito et jure de le tuer. Les yeux brillants, il fait une proposition terrifiante, que leurs âmes se rejoignent sur un chemin des ténèbres. Ses intentions sont claires. Un grondement lointain résonne sous un ciel sombre et orageux. Dans une zone rocheuse, des enfants jouent près d'une falaise. Ignorez un panneau d'avertissement. Ils avouent s'entraîner en secret avec une vieille corde qu'ils ont récupérée dans l'entrepôt. Un garçon nommé Turu balance la corde, jurant de devenir aussi fort que le héros. Le crochet métallique, rouillé par les années, se brise subitement sous la pression. Le fragment jaillit et s'écrase sur une colonne de pierre avec une forte détonation. Dans le présent, à demande d'urgence à Morabito s'il a vu Turu. Morabito, distrait par Mao, répond qu'il n'a vu le garçon nulle part. Soudain, une profonde secousse secoue le sol sous le groupe. Les oreilles de Morabito se contractent lorsqu'il capte un son faible et lointain. Son visage pâlit lorsqu'il reconnaît le bruit inquiétant, l'effondrement des rochers. Son expression se durcit avec détermination alors qu'il réalise le danger. Sans hésitation, il court vers la source du bruit. Un villageois encapuchonné est surpris lorsqu'il voit un éclair passer. Sur la falaise effondrée, les villageois craignent que Turu ne soit coincé. Ils hésitent à descendre, sachant à quel point le terrain est instable. Soudain, ils sautent dans le gouffre, surpris par leur courage. On commente qu'il est fou, car il atterrit indemne au fond. Intrépide, le héros descend la falaise en ruine avec une habileté experte. Il trouve les enfants blottis dans une petite crevasse, miraculeusement en sécurité.
Il expire de soulagement de les voir indemnes. Les villageois qui regardent d'en haut célèbrent le miracle. Un vieil homme gronde les enfants qui jouent dans un endroit aussi dangereux. L'un des garçons, en pleurs, remercie l'oncle de lui avoir sauvé la vie entre deux sanglots. Az, épuisé, répond gentiment qu'il va bien. Il récupère les enfants, se préparant à les mettre hors de danger. Soudain, ses yeux s'écarquillent alors qu'il voit d'autres crashs tomber d'en haut. Les villageois crient des avertissements alors que la falaise s'effondre encore. H réagit instantanément, poussant les autres à l'écart des débris. Il met les enfants et un villageois en sécurité avec un fort élan. Le garçon se retourne avec horreur en voyant son oncle enterré par le deuxième glissement de terrain. Piégé et en sang, S pense ironiquement qu'il n'a que 27 ans. Il réfléchit qu'en tant qu'S, il n'a plus besoin de prétendre être un bon gars. Avec ses dernières forces, il crie aux enfants de courir. Il se résigne à son sort, persuadé que sa vie s'arrêtera là. Pensez à utiliser son pouvoir de héros pour vous échapper. Mais décide de ne pas le faire. Pensez à la façon dont l'idéal du héros s'effondre, faisant perdre espoir aux gens. Il estime qu'il est de son devoir de protéger cet idéal, malgré ses propres défauts. Le souvenir de la sincère gratitude du garçon lui fait monter les larmes aux yeux. Il trouve la paix dans ses derniers instants, reconnaissant d'être ainsi et d'avoir été reconnaissant. Soudain, un éclair lumineux interrompt son acceptation de la mort. Il ouvre brusquement les yeux, surpris par l'intervention inattendue. Morabide, transformé, il peine à soulever les rochers, ses traits démoniaques fermes et déterminés. Il crie après S, jurant que cette fois, ce sera lui qui le sauvera. Avec un air de détermination farouche, Morabido rugit sa promesse de sauver l'homme piégé. S, piégé et blessé, interroge Tonito sur sa forme démoniaque, mais Morabido lui ordonne de rester immobile. Un énorme golem de pierre apparaît à côté de lui, ajoutant sa force au secours. AZ comprend qu'un monstre s'est sacrifié pour protéger les enfants de l'effondrement. Le golem, avec le héros et la haine peint sur son corps, grogne pour arrêter de se battre et aider. Sans perdre de temps, Morabito décapsule une potion de guérison avec une expression déterminée. Il verse le liquide directement sur la jambe écrasée et ensanglantée d'S. Il frémit, qualifiant le geste d'inutile et d'intrusif. Un gros plan montre les yeux remplis de larmes de Morabido alors qu'il regarde le héros blessé. Les larmes coulent sur son visage alors qu'elle exprime son immense soulagement d'être arrivé à temps. Az, d'une voix douce, partage ce sentiment, reconnaissant que son improbable sauveur lui ait tendu la main. Sa gratitude laisse place à la confusion, il exige de savoir pourquoi Morabido voudrait le sauver. Morabido, avec une réelle inquiétude, lui demande s'il a finalement été déçu par lui. Il évoque le souvenir de l'enseigne qu'ils ont accrochée devant le magasin en l'honneur du héros. Il évoque également les nombreuses lettres qu'il a envoyées, estimant que le héros était en réalité un raté. Elle s'écoute avec une expression blessée, surpris de réaliser que les lettres lui sont réellement parvenues. Puis il explose dans la haine de soi, criant qu'il est un déchet pour avoir trahi les attentes élevées de Morabido. Mais il reste ferme, insistant sur le fait qu'il ne pourra jamais être déçu. Un flashback montre un jeune homme entrant dans le magasin tandis que Morabito explique qui ils attendaient réellement. Le flashback se concentre sur le pauvre aventurier en haillons qui commençait tout juste son voyage. Morabido, en pleurs, révèle qu'ils attendaient toujours un client sans le sou, armé seulement d'un bâton en bois. La révélation frappe S avec une force écrasante, lui faisant monter des larmes de soulagement. De loin, Mao regarde H pleurer et suggère qu'il le laisse tranquille. Leur observation tranquille est interrompue lorsque le chef du village apparaît en courant vers les lieux. Le vieil homme crie son intention d'aider H. Mais son partenaire le prévient de ne pas se montrer imprudent. En entendant sa voix, Morabido comprend qu'ils doivent retourner en ville. Morabido sourit, lui rappelant une vieille dette d'il y a 12 ans qu'il n'a pas encore remboursée. Lui aussi regarde, surpris par le rappel de cette obligation oubliée. Le golem soulève sans effort le dernier gros bloc de pierre. Morabito tend la main vers son héros, lui disant qu'il est temps de rentrer chez lui. Le maire et Mao regardent dans un silence stupéfait la scène prendre une nouvelle tournure. Morabido hurle d'alarme lorsqu'un autre énorme rocher leur tombe dessus. La main de A s'accroche à la poignée de son épée, arrêtant l'impossible, le rocher en plein air. Dans une démonstration de puissance colossale, S tient son épée haute après avoir brisé le rocher en morceaux. Morabido le contemple avec étonnement, s'émerveillant du héros triomphant parmi les décombres. Il brandit une plante brillante, admettant qu'il les a mal jugés, les croyant naïves. Avec un sourire confiant, il promet d'être à la hauteur de leurs attentes et les rejoint officiellement. La scène change pour la place animée de Coney Town,
pleine de gens et d'activités. Une jeune femme bouclée se ferait un chemin à travers la foule avec enthousiasme, après avoir entendu des rumeurs sur le héros. Elle voit une silhouette masquée et les yeux bandés et soupire, convaincue qu'il s'agit du véritable Arthur. Ses pensées sont remplies d'adoration pour le héros qu'il a tant admiré. S, habillé avec style, accueille le public dans une succursale itinérante de son magasin. Il montre une carte à collectionner de son intitulé Héros Bromide sur œil secret. La foule est sceptique et quelqu'un se demande à voix haute s'il n'est pas un imposteur. Il fait un clin d'œil, se présentant joyeusement comme un imitateur officiel du héros. Il admet humblement que, même s'il manie bien l'épée, il n'est pas au niveau du véritable héros. Il claque des doigts et appelle son petit assistant félin pour l'aider à faire une démonstration. Il jette plusieurs melons en l'air pour se préparer à l'acte. Avec un cri dramatique, il exécute une coupe héroïque, fendant les fruits à la volée. Le public applaudit, impressionné par son talent, même s'il sait qu'il n'est pas le véritable héros. Morabito encourage le public à donner un pourboire en achetant une potion de récupération sur son stand. La fille aux boucles reconnaît la stratégie commerciale de l'événement de rencontre et le traite de fanfaron. Elle glisse vers elle avec élégance, rapprochant son visage alors qu'il flirte sans vergogne, la comblant de compliments, la traitant de petit démon pour son charme irrésistible. La jeune fille rougit furieusement, le cœur battant. Les spectateurs apprécient le spectacle romantique et commentent à quel point il ressemble au véritable héros. Un homme, conquis par son charisme, décide d'acheter quelque chose à ce moment-là. Mao, l'ancienne reine des démons, regarde à l'écart d'un café, complètement ennuyée par la mascarade. Quelque temps plus tard, une charrette circule sur une route rurale après sa journée en ville. Morabito, le gérant du magasin, est ravi de montrer les ventes incroyables qu'il a réalisées. S, appuyé avec arrogance sur le chariot, lui demande d'un air moqueur de se prosterner et de l'adorer. Mo demande pourquoi ce héros pervers est toujours avec eux. Mais ignorez-la avec une impudence totale. Il leur rappelle qu'il travaille comme commis pour rembourser une énorme dette contractée il y a 12 ans. Dans un élan de frustration, Mao se jette sur lui, mais bloque facilement son attaque. Le narrateur commente que le magasin était sur le point de fermer après la défaite du roi démon. Il se moque de Mao pour l'absurdité de leur situation, un héros et un roi démon travaillant ensemble. Murabito est surpris que personne à Coney Town n'ait reconnu le véritable héros malgré sa présence. AZ explique que les villageois regroupent simplement les forts en une seule catégorie, sans distinguer les héros individuels. Il trouve ironique que la noble image du héros qu'il a prétendu pendant des années lui serve si bien. Murabito réfléchit à la distance entre l'image idéalisée du héros et la personne réelle. Rappelez-vous comment il a utilisé son véritable pouvoir héroïque lors du récent effondrement pour sauver tout le monde. Avec un sourire radieux, il insiste sur le fait que les villageois ne seraient pas déçus s'ils connaissaient la vérité. Alors qu'il écoute les paroles pleines de foi de Murabito, son visage devient sérieux et pensif. Il laisse alors échapper un rire, ce qui met Mao encore plus en colère, qui lui crie de ne pas dire son nom. Depuis votre siège élevé, vous demandez avec arrogance comment il pourrait se débrouiller sans votre aide. Son ton devient sérieux alors qu'il considère son projet d'éliminer les pouvoirs démoniaques comme un rêve naïf. Cela soulève une question cruciale. Que se passerait-il s'il découvrait qu'il y avait 2 rois démons? La menace est sérieuse. L'armée du roi se mobiliserait et pourrait incendier toute la ville. Pour Mao, être découvert comme mortel signifierait être enfermé dans un enfer éternel. As se souvient qu'il a déjà dissimulé à 2 reprises ses erreurs démoniaques. Il conclut que le héros lui-même les surveille très probablement de près. Lorsque Mao refuse avec colère d'accepter son aide, il menace calmement de faire rapport directement au roi. Mao frémit de terreur à cette pensée. Alors qu'elle commente avec amusement combien elle aimerait revoir son visage en pleurs, Murabito la tient dans ses bras, essayant de la calmer, et lui fait remarquer qu'au fond, le héros veut juste les protéger. Il essaie de soudoyer S en lui offrant des connaissances commerciales, mais S prévoyait déjà de rester. Mao, toujours en difficulté, demande à savoir pourquoi S les aide réellement, malgré leur passé. H se souvient du moment où elle voulait le combattre et obtenir la gloire de la victoire pour elle-même. Son regard s'intensifie à mesure qu'il évoque son ancienne ambition et le feu dans ses yeux. Avec un sourire malicieux. Il admet que cette nouvelle dynamique lui semble tout simplement plus amusante. Le moment est interrompu lorsqu'un collègue arrive en courant, criant le nom de Murabito avec inquiétude. Kokura, déguisé en taupe géante, annonce qu'une affaire très grave s'est produite. Dehors, son chariot est encerclé par un groupe de bandits armés à cheval. Le chef des bandits les identifie au fameux magasin qui vend des élixirs à des prix dérisoires. Murabito et Kokura paniquent,
réalisant qu'ils font face à de vrais et dangereux bandits. Les bandits exigent qu'ils remettent gratuitement les élixirs pour que leur patron puisse s'enrichir. Murabido tremble, c'est la première fois qu'il affronte de vrais criminels. Il se rassure néanmoins en sachant qu'il a à ses côtés un héros et une ancienne reine démoniaque. Le soleil brille sans relâche tandis que Murabido hurle d'incrédulité face à ce qui se passe ensuite. La scène se transforme en une grotte sombre, le repère des bandits, où tout le groupe est ligoté. Une main tient une bouteille brillante et demande s'il s'agit de l'élixir légendaire. À l'intérieur, à la lueur des flambeaux, les bandits discutent de la potion. Admettant qu'aucun d'entre eux n'en a vu auparavant. Liés à proximité, les membres du magasin déplorent leur vente volée et leur malheur. Le manager les confronte avec colère, demandant pourquoi Mahon ne les a pas combattus et vaincus facilement. Avec une expression calme, AZ explique la différence de pouvoir abyssal entre eux et les bandits. Il révèle qu'un seul coup mal calculé aurait effacé ces ravisseurs de la carte. Mao souligne alors que Murabito aurait pu utiliser sa capacité de commandement de monstre pour s'échapper. Le jeune manager la regarde d'un air absent, assimilant lentement ses paroles. Il panique lorsqu'il se rend compte qu'il a complètement oublié ses pouvoirs, alors que ses compagnons le traitent d'inutile. Il ajoute qu'une bagarre sanglante sur l'autoroute aurait ruiné la réputation de son entreprise. Son camarade taupe, Kokura, suggère que s'échapper serait l'option la plus sûre. Il commence à creuser, proposant de créer un tunnel d'évacuation pour tout le monde. Murabito s'y oppose immédiatement, craignant que les bandits n'attaquent ensuite la ville voisine. Son visage se durcit de détermination, il ne peut pas simplement détourner le regard. Shikokura se regarde, un sourire complice apparaissant sur le visage d'Ash. Mao regarde Murabito et demande qui prendra l'initiative. Toujours à égalité, Murabito comprend que rendre justice est de sa responsabilité. Le regard aiguisé de Mao confirme leur philosophie commune, agir par soi-même. Azimao échange un regard, convenant qu'ils imposent toujours leur propre sens de la justice. Murabido comprend le genre de personne puissante et déterminée qu'il a embauché comme employé. Le chef des bandits les interrompt en tenant l'élixir et en doutant de son authenticité. Un autre bandit, armé d'un couteau, affirme que la qualité relève de la responsabilité du magasin. AZ et Mao, toujours attachés, regardent avec des expressions de détachement ennuyés. L'un des bandits remarque les yeux de Mao, commentant leur étrange couleur dorée. Pendant un moment, il soupçonne qu'il s'agit d'un démon, mais le rejette rapidement comme étant absurde. Son expression devient sérieuse alors qu'il marmonne qu'il s'est assez amusé. Avec un grognement, il arrache sa propre chemise et se prépare. Murabido, toujours ligoté, crie au bandit qu'il est le gérant du magasin. Son visage se tord de colère alors qu'il prévient de ne pas toucher ses employés. Mao le regarde, surpris par son élan de bravoure. Il semble néanmoins impressionné par sa soudaine déclaration protectrice. Le chef des bandits le provoque en ordonnant à ses hommes de surveiller les autres. Il commande tranquillement que le bandit est allé trop loin avec ses railleries. Intérieurement, il avoue que cela le dérange de voir le visage inquiet de Mao. Le chef propose de blesser gravement Murabido pour tester l'efficacité de l'élixir. Avec un sourire cruel, il dit que si c'est réel, il ne mourra pas. Murabido essaie de paraître calme, disant qu'il est un demi-démon qui guérit rapidement. Tandis qu'il lui presse le couteau, il essaie de garder son sang-froid. Les bandits hésitent, pensant qu'il sera peut-être guéri avant de pouvoir utiliser la potion. Murabito panique à l'intérieur. Son secret a été révélé et il est perdu. Il essaie de reculer, affirmant qu'un villageois faible ne se proposerait jamais comme sujet de test. Il soupire de soulagement, croyant les avoir convaincus. Leur soulagement est brisé lorsque le chef ordonne froidement que les personnes à leur charge soient tuées. L'un des bandits proteste, affirmant que ce n'est pas l'accord, mais Murabido est convaincu que ses compagnons gagneront. Le leader répond froidement qu'eux aussi ont leur propre version de la justice. Un coup violent retentit alors que Murabido commence à résister. Son esprit s'emballe. Il avait supposé qu'ils interviendraient. Je croyais en eux parce qu'ils étaient le héros et la reine démoniaque. Il serre les dents, réalisant que ce n'est pas le cas. Ceux qui l'accompagnent désormais sont simplement Mao et A, ses employés. Il comprend clairement que c'est lui qui doit les protéger. D'un puissant coup de tête, le jeune manager s'en prend au chef des bandits. Il crie surpris par l'attaque du garçon. Murabido continue de frapper avec son corps, bougeant maladroitement mais furieusement. Le leader est abasourdi par la férocité du supposé manager de premier niveau. Allongé au sol, Murabido le regarde avec une expression de pure détermination. Le chef, agacé par son air de défi, s'apprête à l'écraser. L'esprit de Murabido se réduit à une seule pensée, les protéger tous les deux. Une vague d'énergie éclate, projetant les bandits dans les airs alors que la grotte tremble.
Deux paires de bottes tiennent bon dans la poussière. Lorsque le nuage se dissipe, Azimao se tient au-dessus des bandits tombés au combat, exigeant le retour immédiat du manager. Il informe ainsi le chef stupéfait que ces hommes sont seulement inconscients et non morts. Le chef claque la langue, se rendant compte que l'employé n'était pas au niveau 1. Désespéré, il prépare son pouvoir, refusant d'accepter la défaite. Il révèle son passé de dompteur et invoque sa monstrueuse bête. Il applaudit sarcastiquement, se demandant pourquoi il gaspillait un tel talent en étant un bandit. Le sanglier invoqué charge furieusement vers eux, mais s'arrête brusquement, les yeux écarquillés de pure terreur. Les regards pénétrants d'Azimao l'ont paralysé. Le sanglier est imaginé avec une étiquette de prix sur le dos avant d'être transformé en viande. Terrifié, il se retourne et s'enfuit à toute vitesse. Murabido, à genoux, se prépare à l'arrêter. Sa main avance et d'un seul geste immobilise l'énorme animal. La bête le regarde tremblante, complètement soumise à sa volonté. Le chef des bandits reste sans voix face à l'impossible. Il crie, exigeant de savoir qui est réellement cet homme. Murabido se nettoie le visage et présente son magasin et sa politique de prix équitable. Avec un cri furieux, il déclare que la revente n'est pas tolérée. Le chef jure et tente de s'enfuir. Murabido lance une corde spéciale contre Reventa pour l'arrêter. La corde l'attrape avec précision, stoppant immédiatement sa fuite. Murabido tire fort, le visage plein de sereine satisfaction. Cette nuit-là, les bandits capturés sont exposés dans la ville de Senaon. Le shérif et les villageois regardent avec surprise la capture soudaine. Une affiche les qualifie de fameux bandits revendeurs. Le narrateur explique que l'affaire a été close après les avoir remis au shérif. De retour sur le chariot, Murabido soupire de soulagement, reconnaissant qu'il ne se soit pas complètement transformé. AZ félicite son manager d'avoir risqué sa vie et vaincu le leader lui-même, mais Murabido admet qu'il a beaucoup à réfléchir sur ce qui s'est passé. Il reconnaît son erreur en s'appuyant si légèrement sur le pouvoir de Maoyas. Il promet de ne pas laisser tout le travail aux autres. Aslo regarde avec une goutte de sueur sur le front, tandis que Mao semble quelque peu mal à l'aise face à sa sincère réflexion sur lui-même. Murabido vous remercie du fond du cœur de l'avoir aidé à parvenir à cette conclusion importante. Kokura l'interrompt, exigeant que Murabido dise la vérité. As demande pourquoi il s'est laissé intentionnellement attraper par les bandits. Son partenaire souligne qu'il se retenait clairement, acculé. Murabido admet que c'était un moment de faiblesse personnelle. Azimao est amusé, trouvant fascinant d'avoir eu sa première attaque de bandits depuis des années. Il révèle ensuite que toute la confrontation était en réalité un plan délibéré visant à localiser la cachette des bandits. Avec un sourire malicieux, ils donnent tous deux un coup de pouce à Billy, s'attribuant le mérite de sa croissance personnelle. Sous la lumière de la pleine lune, ils marchent ensemble, portant d'énormes sacs remplis de marchandises récupérées. La scène change pour l'hippodrome animé de The Fort, dans la ville de divertissement voisine. D'un air déterminé, AZ déclare son intention de tout miser en faveur du coureur numéro 10. Les spectateurs murmurent sous le choc devant l'ampleur de son pari, le qualifiant de pari du héros. Un annonceur présente le favori, le brillant bicorne, pendant que les monstres attendent le signal de départ. Au cri final, les vannes s'ouvrent et le derby chaotique des monstres commence. Un plan large montre la course tonitruante, alors que Billy crie de pure excitation. Il est formellement présenté au propriétaire de l'hippodrome. Monsieur Grete, un ancien aventurier à succès, explique à ses invités que tous les monstres sont entraînés quotidiennement par leurs dresseurs. Il rit avec enthousiasme, soulignant que le chaos est précisément ce qui rend la course amusante. Rappelez-vous comment Death City était complètement déserte il y a 10 ans. D'anciens aventuriers au chômage ont commencé à courir. Qui est rapidement devenu une attraction massive. La petite compagne de Mao observe son expression impuissante alors qu'elle regarde le spectacle. Elle serre les poings, furieuse à l'idée que des humains utilisent des monstres comme jouets. Avec une intensité féroce, il tente mentalement de pousser un coureur vers l'avant, le poussant à libérer son véritable pouvoir. La course entre dans sa dernière ligne droite, avec seulement 2 monstres à égalité en tête. Une vieille femme à l'air sévère, coiffée d'un énorme chapeau, se penche en avant et encourage le coureur qu'elle a choisi. Son compagnon commente à quel point il s'est impliqué. Tandis qu'elle crie pour le triomphe de la brillante Vicorne. AZ, en surabondamment, révèle qu'il a parié 500 000 pièces, criant de désespoir pour la victoire du Shadow Wolf. Les 2 monstres de tête sont à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. Le résultat semble impossible à déterminer. Soudain, un arbre monstre colossal franchit la ligne, éclipsant les pointeurs.
A libère un cri primal de pur choc et d'incrédulité face au résultat. L'annonceur annonce le 10e favori, une fourmi, comme l'incroyable vainqueur de la course. Monsieur Grétry du chaos. Tandis qu'un supplie Billy d'utiliser ses pouvoirs pour truquer une course. Le propriétaire les prend à part en leur disant qu'ils ont des travaux à faire dans les écuries des coureurs blessés. Une goutte de liquide tombe d'une bouteille, signe qu'une potion de guérison a été utilisée. Une magnifique créature et les zébrés, un Pégase, repose paisiblement sur un lit de foin. Un garçon d'écurie est émerveillé par la potion, s'exclamant qu'elle est miraculeuse, car elle a guéri l'animal instantanément. Il explique que Zraku est sa plus grande star et qu'il s'est grièvement blessé juste avant la course. Les soignants font la fête. Heureux que leur attraction principale puisse à nouveau concourir. Le Pégase tourne la tête, fixant un regard menaçant sur Mao. Soudain, dans un élan d'agressivité, Ciscus se cabre et hennit bruyamment, provoquant la panique parmi le personnel. Le propriétaire crie à son compagnon, Sabraku, de se calmer immédiatement. Billy lui crie d'arrêter, craignant de se blesser à nouveau. À la stupéfaction générale, l'impulsif Pégase se calme et obéit à son ordre. Les personnes présentes murmurent, impressionnées qu'il ait obéi à un parfait inconnu. Il murmure à Billy déconcerté, qu'il doit faire semblant d'être un dompteur, l'encourageant à jouer le jeu. Le serveur soupire, expliquant que Ciscus se comporte étrangement et désobéit aux ordres. Il révèle que sa récente blessure lui a été infligée lors d'un accès de rage. Un monsieur Gret excité propose à Billy un poste de dompteuse personnelle de Zraku. Elle essaie de le tenter avec un salaire élevé, connaissant son faible pour l'argent. Une vieille femme élégamment vêtue arrive, annonçant qu'il est venu rendre visite à Sabraku. Monsieur Cray présente fièrement Billige comme son nouveau dompteur recruté, aux grandes dames de Billige. La femme brandit une bouteille de potion, le regard fixé sur le nom du magasin, le Nid. Avec une expression froide, il demande si le magasin a réussi à éviter la faillite. Mao regarde la scène avec un mélange de confusion et de suspicion. Le visage d'Asen se durcit, son expression devenant sérieuse alors qu'il observe l'échange tendu. Billy est visiblement nerveuse face à la question directe et dédaigneuse de la femme. Elle révèle un emblème avec la lettre W, lui rappelant qu'ils se sont vus pour la dernière fois lors des funérailles de son père. Elle se présente officiellement comme Madame Symmetry, juge du Item Shop Quality Board. Billy crie le nom familier de « grand-mère », laissant ses compagnons sans voix. Un cri d'incrédulité résonne dans tout l'hippodrome, traduisant l'étonnement du groupe. Elle le réprimande sévèrement, lui ordonnant de ne pas l'appeler ainsi, puisqu'elle a consacré sa vie au travail et qu'elle est toujours célibataire. C'est ainsi qu'elle explique qu'elle était la juge officielle affectée à El Nido à l'époque de son père. Précisez pour les autres que tous les magasins doivent être certifiés par l'association. Le système de notation complexe est basé sur une évaluation complète, et pas seulement sur les ventes. Ensuite, Madame Symmetry annonce la nouvelle dévastatrice. Le magasin d'El Nido a à peine 0,5 étoiles. Cette faible note limite considérablement les produits qu'ils peuvent vendre légalement. Puis il révèle la règle la plus dure. Seuls les magasins avec 9 étoiles ou plus peuvent fabriquer des élixirs. Billy, horrifié, se rend compte qu'il a complètement oublié cette règle cruciale. A se tapote la tête pendant que le juge explique que l'association avait même oublié l'existence du magasin. Billy se prosterne au sol, présentant des excuses désespérées et abondantes pour son infraction. Le juge ajoute que, même si les ventes ont été remboursées, un client a déjà utilisé un élixir. Selon le règlement, il dicte son verdict, le nid sera fermé pendant 30 ans. Le visage de Billy se fige dans une expression de pur soca face à l'extrême sévérité de la peine. Il est tout aussi abasourdi, avec un mélange de panique et d'incrédulité. Mao, pour sa part, crache sa nourriture avec surprise. Monsieur Gray tente de défendre le magasin, invoquant la gentillesse de son propriétaire, mais le juge ne cède pas. Il l'informe qu'il a perdu les 3 étoiles que son père a gagnées au prix de tant d'efforts. Le cœur lourd. Il se dit qu'il aurait dû fermer le magasin le jour des funérailles. Ses pensées s'effacent parmi l'image de cette journée, entourée de fleurs. Dans un accès de fureur, Mao saute par-dessus la table, pointant une baguette droit vers le visage du juge. Madame Symmetry arrête l'attaque avec des réflexes humains, commentant froidement la violence de la jeune fille. Mao la regarde avec un regard mêlant colère, fierté et défi. Le juge souligne le danger de son acte. Mais Mao répond qu'il aurait pu la guérir avec un élixir. Mao déclare son intention de lui arracher un œil ou deux si nécessaire. Il crie qu'un juge qui ne peut pas voir une décennie de souffrance d'autrui n'a pas besoin de ses yeux. Les yeux de la juge se plissent,
une lueur indéchiffrable brille derrière ses lunettes rondes. Même s'avancer et déclarer que j'ai oublié n'est pas une excuse, mais cela s'applique également à elle. Il la défie, disant que les élixirs légitimes prouvent que le nid n'est plus le même magasin. Il exige avec confiance une évaluation et promet de prouver sa vraie valeur. Le juge répond que la qualité de l'élixir ne fait que rendre son origine plus suspecte. Il relève néanmoins le défi, acceptant de lever la sanction s'ils peuvent démontrer leur capacité. Il ajoute cependant une condition drastique, en cas d'échec, le magasin sera fermé pendant 30 ans. Billy déglutit, le visage ferme et déterminé, acceptant le risque. Madame Symmetry, avec une expression sévère et implacable, annonce son épreuve. Depuis une tour surplombant l'hippodrome, elle déclare qu'il faut satisfaire tous les clients de la salle sans utiliser d'élixir. Le trio la regarde avec horreur, convaincu que c'est une mission impossible. Un plan large montre la foule immense présente sur place, soulignant l'ampleur absurde du défi. Quelques heures plus tard, alors que la course principale était en cours, la situation semble désespérée. Billy est à genoux parmi une mer de billets froissés, criant que la tâche est impossible et disant au revoir en larmes à son nid bien-aimé. Complètement abattu, AZ, maintenant torse nu et de mauvaise humeur, essaie de lui remonter le moral tout en collectant de l'argent, mais Mao souligne que cela n'aide pas du tout, puisqu'il s'est encore perdu en jouant. Frustré, Asgrita abandonne et retombe dans son ancien comportement. Agacé, Mao touche le sol et demande à savoir qui est cette vieille femme. Alors que, torse nu et montrant de vieilles cicatrices, elle commente qu'elle se comporte comme une guerrière vétéran. La vieille femme, aux traits pointus et aux lunettes, regarde avec un regard intense après avoir bloqué une attaque surprise. Mao explique, à un Billy bouche bée, que la femme possède une vaste expérience du combat. L'emblème majestueux du plateau de qualité est représenté au-dessus d'une mer pleine de monstres. Dans sa jeunesse, Madame Symmetry est montrée en train de combattre seule des bêtes tout en évaluant un magasin. Son immense pouvoir laisse Asimo impressionné qu'un tel guerrier travaille dans les inspections commerciales. La main gantée du juge remplit méticuleusement la feuille de pointage de la course de Defort. Dans un salon, Monsieur Gret lui demande pourquoi elle est si dure avec le nid. Froidement, elle répond qu'ils ont enfreint les règles et qu'ils doivent être punis. Il pose une métaphore de quelqu'un qui court vers une falaise. Il se souvient de ses voyages à travers le monde pour évaluer les magasins après la mort du roi démon. Souvenez-vous des propriétaires en faillite qui regrettaient d'avoir gâché leur vie dans des entreprises mourantes. Monsieur Krat affirme que son travail consiste à soutenir les magasins prometteurs, même si certains échouent. Une vision sombre montre sa conviction que détruire les espoirs d'un jeune homme peut parfois être pour son propre bien. Sentant un parti pris personnel, Gret lui demande s'il leur en veut. Avec une intensité glaciale, elle fait comprendre que ce n'est pas elle qui garde rancune. Leur conversation tendue est interrompue lorsqu'un employé fait l'irruption pour annoncer de mauvaises nouvelles au propriétaire. La nouvelle urgente concerne la créature star des courses, Subrazi. Montre un ensemble de vêtements et de bottes mis en gage d'une valeur de seulement 52 360 yens, s'excuse d'être à court d'argent. Et Billy menace déjà de le déduire de son salaire. Déprimé, S déplore que Miss Mao ait également disparu, ne sachant que faire. On voit la majestueuse créature et les Ciscus prendre son envol avec un puissant battement d'ailes. Bill et G ne peuvent que regarder, confus, son départ soudain. La nouvelle se répand depuis les écuries du fort, Zabracus est échappé. À l'intérieur de la grange, le personnel panique à propos de la course imminente et de la sécurité du public. Un champ de foin vide apparaît avec une bulle d'amande dans l'absence du monstre. Monsieur Gret, paniqué, déclare qu'il ira personnellement chercher la créature. Il se serre la tête avec désespoir, se demandant ce qui ne va pas avec Zabracus. Billy regarde le chaos avec une expression réfléchie et déterminée. Lever hardiment la main. Se porter volontaire pour aller chercher la créature disparue. Il assure avec confiance aux autres qu'il pourra la retrouver immédiatement. Surpris, Monsieur Gret écoute Billy promettre d'aller lui parler directement. Gret serre le poing, le regard plein d'espoir. Lui expliquant l'importance de la course et le suppliant de retrouver Ciscus à temps. Tranquillement, il craint ce qu'ils feront si Saku refuse de revenir. Billy Y leur renvoie un regard ferme, promettant de les ramener. Pendant qu'ils courent, As crie qu'ils ont encore leurs propres affaires en suspens. L'état-major de Gret discute des conséquences désastreuses et Zabracus ne participe pas. Depuis une loge, Madame Symmetry observe la scène avec une expression sombre et complice. Ainsi, soudain,
il comprend que le sort du nid repose désormais sur ses épaules. Il tape du pied au sol, déterminé à sauver le magasin tout seul, sans l'aide de Bilge. Soudain, la voix de Mao retentit fort, annonçant que tout le monde devrait se réjouir, car elle comblera le vide. Il révèle qu'il vient d'inscrire sa propre créature comme nouvelle star de l'hippodrome. D'un geste grandiloquent, il présente sa bête colossale, Mamo, le destructeur. Le visage de A se transforme en un masque de pure horreur et d'incrédulité face à une telle monstruosité. Elle demande à savoir d'où lui vient cette monstruosité qui tremble de peur devant elle. Mao annonce son plan directeur, pour réunir les fonds nécessaires à son voyage. Vêtue d'une tenue de jockey, elle déclare avec assurance qu'elle gagnera la course. Pendant ce temps, Billy part à la recherche de Zraku. À peine 20 minutes avant le départ de la course, un flashback montre un champ de bataille déchiré par la guerre, où l'on déplore de graves pénuries de potions de guérison. Une jeune Madame Symmetry commente que la livraison est trop dangereuse même pour un magasin 3 étoiles. Toutes les routes étant bloquées, il place son dernier espoir dans la boutique d'articles de Pékin-Nerville. Toujours consciente du danger, elle implore désespérément son aide. Tenant une caisse en bois, il supplie le nid de l'aider. Le père de Billige, Tachibana, promet avec confiance une livraison express directement à votre porte. Il quitte le magasin en charge de son fils endormi, convaincu qu'il sera un meilleur manager que lui. Madame Symmetry remercie avec émotion son cher ami Tachibana, jurant de ne jamais l'oublier. Quelque temps plus tard, il revient et s'arrête sur le seuil du magasin silencieux et vide. Il retrouve le jeune Billy et il est assis seul au comptoir, entouré d'étagères vides. Son visage se tord d'horreur et de surprise devant la scène. Le petit garçon lui tournant le dos ressemble à un personnage solitaire et abandonné dans le présent. Le présentateur de l'hippodrome annonce un changement soudain dans la course. La foule murmure, confuse, certains demandant des remboursements. L'annonceur confirme que Sabraku ne se présentera pas et la foule éclate de cris de colère et d'accusations. Monsieur Gret, avec une expression sombre, commente qu'ils ont retardé le départ le plus longtemps possible. Il serre le poing, bien décidé à ne pas laisser partir le public. Se sentant trahi, un son sec comme un reniflement ou un crachat traverse l'agitation, un spectateur tourne la tête en entendant quelque chose d'étrange parmi les cris. Mao piétine du pied, demandant qui est l'imbécile qui ose partir avant d'être témoin de sa course. Il pointe du doigt, exigeant de savoir de qui il s'agit. Il présente sa monstrueuse coureuse remplaçante, Mamo la Destructora, au public stupéfait. Les spectateurs sont paralysés de terreur, se demandant si la bête les tuerait s'ils essayaient de fuir. Les autres monstres en compétition sont également terrifiés, se résignant à perdre face au grand seigneur démon. Mao les regarde férocement, les avertissant de ne pas oser se lancer dans une course à moitié folle. Une créature loup cristalline rugit en signe de défi, jurant de vaincre le seigneur démon. Le public vibre d'excitation, s'émerveillant devant la nouvelle fille qui a enflammé l'esprit des monstres. Un spectateur, infecté par l'énergie, mise tout en faveur de Mao Mao le Destructeur. La scène change pour la forêt tranquille du fort, où repose la créature Sabraku. Le majestueux zébra Pegasus repose dans une clairière baignée de soleil. Billige, haletant, apparaît enfin, ayant trouvé qui il cherchait. Effrayé, Sabraku se prépare à prendre la fuite. Mais Billy le supplie déjà désespérément d'attendre. Elle promet qu'elle ne le forcera pas à revenir s'il ne le souhaite pas. Avec un sourire bienveillant et serein, il lui demande au moins de parler un instant. Calmé par son ton, le Pégase accepte de parler. Sabraku commence son récit en parlant de son lien d'âme avec son dompteur, Gret. Billy écoute déjà avec étonnement, pensant qu'il ressemble à des guerriers légendaires des temps anciens. La créature explique que ses rayures noires ont fait de lui un paria de sa meute. Après la guerre, ils se sont retrouvés bloqués, sans but ni destination. Ils ont voyagé loin, mais n'ont trouvé aucun endroit où reposer leurs ailes. Malgré tout, ils voulaient rester ensemble. Pour rester aux côtés de Gret et gagner de l'argent, Sabraku a commencé à concourir au fort. Mais à mesure que leur succès grandissait, la pression et l'ampleur des courses augmentaient également. Dans la grande œuvre de son maître, l'hippodrome, Sabraku n'est plus qu'une ombre. Il avoue s'être blessé volontairement. Cherche à échapper à la célébrité et à redevenir son partenaire. Gret a utilisé un élixir précieux pour le guérir, mais il l'a fait uniquement par amour de la course. Les yeux de Billy s'écarquillent, rougissant alors qu'elle réalise ce que cela implique. L'idée d'être guéri pour ensuite être contraint de reprendre le chemin était si douloureuse qu'il a dû fuir. Billy se souvient de la leçon de Madame Symmetry sur les magasins aimables et les objets rares bon marché.
Comprenez que les élixirs peuvent guérir les blessures physiques, mais aussi vous aveugler sur les blessures invisibles. Il s'excuse sincèrement auprès de Sabraku, admettant qu'il était aveugle aux dégâts qu'il a causés. Il défend ensuite avec passion Gret, affirmant qu'il a été dévasté par la disparition de Sabraku. Le Pégase répond que le nouveau seigneur démon ne pourra jamais comprendre les sentiments humains. Billy le ressent déjà, mais il insiste sur le fait qu'il comprend parfaitement ce que ressent un partenaire ignoré. Il parle avec passion de la douleur d'avoir quelqu'un qui fait toujours passer le travail avant soi. Un souvenir du message de livraison de son père souligne son lien personnel avec ce sentiment. La scène s'arrête un instant dans la clairière herbeuse. Billy supplie Sabraku de se réconcilier, convaincu que Gret ne le considère toujours pas comme un membre de sa famille. Avec un profond soupir, la créature et les médite sur les paroles sincères du garçon. Il lui donne un coup ludique et le traite de tricheur, mais il accepte l'ordre du seigneur démon. Debout, il déclare qu'ils doivent résoudre leurs différends en couple. Il décide de rentrer et de faire pleurer une dernière fois son compagnon. De retour sur la piste, les monstres piétinent le sol, faisant trembler le stade. Il commente que la scène est terrifiante, alors que le public observe la férocité croissante de la course. Le chaos est comparé à la marche de l'armée du seigneur démon. Certains spectateurs, anciens chevaliers et mercenaires, se demandent quand ils ont troqué leurs épées contre des tickets de Paris. Un fan crie avec enthousiasme son soutien à Mao Mao le destructeur. Mao, complètement immergé dans l'instant présent, ordonne à ses troupes d'avancer et déclare la victoire de l'armée démoniaque, au grand désespoir d'A. Il déplore d'être devenu le compagnon sérieux de ses folies, souhaitant que son patron revienne bientôt. Depuis sa boîte, Gret exprime sa joie face à l'enthousiasme du public. Il joint ses mains en prière, souhaitant seulement retrouver Sabraku. La caméra fait un panoramique sur la foule rugissante de l'hippodrome. Un long panneau capture la sauvagerie des monstres qui courent. L'accent est mis sur les sabots et les griffes qui déchirent le sol. Un flashback montre un tissu ensanglanté à l'intérieur d'une boîte en bois. Les yeux pensifs de Madame Symmetry se concentrent alors qu'elle se souvient d'un événement du passé. En sa mémoire. Il entre dans un magasin vide et trouve un enfant qui pleure seul. Le garçon, en larmes, déclare son intention de garder le nid ouvert à tout prix. La jeune Symmetry l'écoute avec une expression peinée. Il se souvient du père du garçon, souriant chaleureusement au milieu d'un bouquet de lys. Il crut alors que le rêve de l'homme était impossible. En regardant le garçon de loin, il pensa qu'un petit magasin n'avait pas d'avenir dans un monde paisible. Il ressentait le poids de la culpabilité de lui avoir enlevé son père. Elle envisageait de détruire ses espoirs pour le sauver d'une vie de souffrance. L'enfant a continué à pleurer, inconsciente de son conflit interne. Elle avait décidé d'assumer la responsabilité de son avenir et de l'élever au nom de son père. Mais lorsqu'elle l'aperçut, elle s'arrêta, l'éclat de son regard la paralysant. Elle se souvient que cette expression l'a fait hésiter et finalement fuir le nid. Le visage du jeune Bilge, ce jour-là, lui rappelait celui du roi démon, menace silencieuse capable de détruire le monde. Accablée par la culpabilité, elle se retire pendant 10 ans. Dans le présent, il estime qu'il est encore temps de le sauver. Elle rassemble ses forces, mais est interrompue par un cri du public. Il lève les yeux et ses yeux s'écarquillent d'étonnement. Une silhouette ailée se reflète dans ses lentilles contre la lumière du ciel. L'annonceur annonce la dernière ligne droite alors que les monstres approchent de la ligne d'arrivée. Mao, épuisé. Il croit que la victoire est entre ses mains. Soudain, elle sent quelque chose d'en haut et lève les yeux avec confusion. Une silhouette ailée traverse le ciel dans un éclat aveuglant. Sabraku descend abruptement, avec Bill sur son dos. La foule crie le nom de la créature, tandis que stupéfait, un Pégase ne laisse monter que son maître légitime. Monsieur Gret fond en larmes de joie en criant que son Sabraku est revenu. Madame Symmetry regarde, impressionnée, réalisant que le nid a vraiment réussi. Billy transporta habilement la créature vers la boîte du propriétaire, atterrissant en douceur. De grandes courses se dirigent vers eux, sa première préoccupation étant le bien-être de Sabraku. Après avoir remercié Billy, il l'attrape sans ménagement et l'éloigne de l'animal. Il saute alors sur son compagnon ailé. Vouloir enfin le serrer dans ses bras. Billy montre du doigt, avertissant que Sabraku a quelque chose à lui dire. Gret est soudainement projeté en l'air en criant qu'il n'a pas roulé depuis des années. Madame Symmetry regarde avec horreur, exigeant de savoir ce que Billy a fait. Plus tard, un grand étourdi avoue que Sabraku vole trop vite. Avec honte, il avoue qu'il a toujours voulu être comme son père. Il pense que la vente de médicaments de qualité et bon marché ne fait qu'aggraver des blessures invisibles. Comprenez que le devoir d'un propriétaire de magasin est d'assumer la responsabilité de ses prix.
La philosophie de son père lui a appris que les produits ne devraient jamais enlever le sourire d'un client, que la devise consistant à garantir la satisfaction du client était le principe selon lequel son père vivait. Billy s'excuse d'avoir oublié quelque chose d'aussi important et de ne pas l'avoir compris plus tôt. Les yeux brillants, il demande sincèrement à la dame son soutien continu. Le juge l'écoute avec une expression sérieuse et réfléchie. Un flashback montre une main broyant des ingrédients dans un bol en bois. Un jeune grand raconte à Zabraku que, dans le passé, il ne pouvait même pas se permettre des potions. Il explique qu'ils ont commencé à courir pour survivre dans la nouvelle ère. Tendrement, il dit à son compagnon de se reposer, de ne pas courir s'il n'en a pas envie. Puis il lui demande de l'accompagner pour profiter ensemble d'une dernière belle vue. La lueur déterminée dans les yeux de Zabraku exprime son accord silencieux et inébranlable. Ensuite, Zabraku esquive gracieusement la puissante attaque d'une bête gigantesque. Mao reste sans voix face à la tournure inattendue des événements sur la piste. Le gérant rival admet que le jeune commerçant est meilleur que lui. Billy encourage déjà Zabraku avec enthousiasme, ne sachant pas pourquoi Miss Mao est également en compétition. De grands cris avec une détermination farouche pour dire qu'ils sont l'équipe la plus rapide de tous les temps. Mao rugit que la victoire lui appartiendra alors qu'il s'accroche à la crinière de sa monture. Les deux couples se tiennent côte à côte, un mouvement flou sur le terrain. Le rugissement de la foule remplit l'air de l'hippodrome. L'annonceur annonce la surprenante gagnante, Mamola Destructora. Great frappe le sol du poing, maudissant sa défaite frustrante. Il déplore que, malgré ses atouts individuels, les choses s'effondrent toujours. Une seule larme coule des yeux de Zabraku, partageant le chagrin de son compagnon. Le visage de Great s'illumine d'un large sourire en larmes. Son humeur change instantanément et il déclare que Zabraku est toujours le meilleur compagnon. La créature hennit joyeusement. Le public les félicite pour leur réconciliation, tout en se demandant ce qu'il est advenu des paris. Mao semble déconcerté. Se demandant pourquoi il a l'impression d'avoir perdu même s'il a gagné. Il rejette le prix en argent, laissant l'annonceur abasourdi. Une main détient une nouvelle licence pour le magasin d'articles d'El Nido, désormais classé avec une étoile. Billy, confus, demandait à Madame pourquoi elle ne continue pas à être 0,5 étoiles. Madame Symmetry, les bras croisés et l'air sévère, explique que son test était de satisfaire tous les clients de l'hippodrome. Après avoir assisté à la course, il déclare avoir réussi l'évaluation et que le Nido pourra continuer à fonctionner. Il ajoute cependant un avertissement brutal, il n'est pas exempté de sa violation des règles. Un inspecteur à l'allure féline le prévient qu'il sera désormais surveillé de très près. Une voix répète que le magasin sera surveillé pour toute violation future. Avec une expression pleine d'espoir, Billy demande si cela signifie que son magasin a à nouveau un superviseur. Madame Symmetry ajuste ses lunettes, confirmant son hypothèse, bien qu'avec un geste qui suggère la résignation. Fou de joie, Billy se jette sur sa grand-mère, la serrant dans ses bras avec une gratitude débordante. Alors qu'elle la serre dans ses bras, un assistant invisible l'accueille avec enthousiasme à son retour à son poste. La madame garde une expression légèrement surprise mais sereine pendant l'étreinte. Un homme nommé Tachibana s'excuse sincèrement auprès de Billy de l'avoir ignoré pendant 10 ans. Posant une main sur son épaule, Madame nomme officiellement Billy comme la nouvelle gérante du nid. Avec un petit sourire plein de complicité, il promet qu'il le soutiendra depuis l'ombre. Billy YE, le visage éclairé par la détermination, accepte avec enthousiasme leur soutien et leurs défis. Greta apparaît en train de jouer avec Zabraku, qui le grignote de manière ludique et lui demande de lui donner des potions. Une jeune femme nommée Mao déclare que les paroles de Madame l'ont profondément ému. Le juge note que la décision de Billy lui appartient, même si elle décide de s'allier avec le démon. Gêné par l'intensité du moment, Mao tente de partir précipitamment. Un avis officiel confirme que Madame Symmetry est désormais la juge assignée à El Nido. En partant, Billy le remercie, son magasin étant désormais officiellement reconnu par une étoile. Soudain, vous vous souvenez avec horreur que vous avez oublié d'encaisser votre ticket de pari gagnant. Dans une chambre sombre, un compteur squelettique affiche le numéro du roi démon actuel. Une silhouette sombre, assise sur un tas d'ossements, se demande quel chemin prendre. La créature demande à un squelette empalé où est la sortie de l'endroit, bouillonne de rage déterminé à s'échapper et à étrangler le cou d'un certain héros. Le compteur commence à hurler les chiffres qui tournent avec un gémissement mécanique avec un bruit sourd. Le nombre passe de 776 à un chiffre choquant de 777. Une lumière éblouissante éclate, annonçant l'avènement d'un nouveau roi démon.
La silhouette sombre se désintègre dans un accès de fureur, se demandant pourquoi elle n'a pas été choisie. D'en haut, il se demande qui a réussi à lui voler son trône. La scène se transforme en un village tranquille au milieu des montagnes, sous la nuit sereine. Le nouveau roi démon, Bilige, lit calmement un journal tout en buvant dans une tasse.